Une marque e-commerce qui fait 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, ou alors on vous donne un appartement d'une valeur de 150 000 euros aujourd'hui. Quel actif vous prenez? C'est bon, c'est reparti les gars. Puis 2 jours plus tard, ça se recasse la gueule. Non mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une variation classique. J'ai absolument tout perdu. Je me voyais déjà en train de construire ma villa dans le sud de la France avec des piscines, etc. Et au final, on est parti juste avec l'argent. Le portefeuille que j'avais en 2021 sur cette crypto, il valait 70 000. Aujourd'hui, pour être transparent avec vous, il vaut 3 000. Il n'y a qu'un endroit où on a pu me piquer ma carte aussi proprement, c'est à la sécurité. On ne supporte pas les entrepreneurs, on les prend toujours pour des requins. Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Bonjour. Je suis Bonjour. avec Romain comme d'habitude, mais nous sommes avec Rémi presque comme d'habitude parce que c'est la deuxième fois que nous le recevons sur Hors des Clous. Et pas la dernière. Et peut-être. pas la dernière parce que vous l'avez compris, il est d'une pertinence sans égale. Il y a trop de sujets à aborder parce qu'en fait monsieur est un expert en immobilier, c'est un expert en trading, c'est maintenant un expert en e-commerce. En bref, il a trop de casquettes et donc il y a trop de sujets à aborder. C'était un plaisir de le recevoir. Au-delà de ça, il aime bien venir et donc ça c'est cool aussi parce qu'on a plein d'invités qui détestent de venir sur Hors des Clous et on les comprend. Mais donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer d'aborder notamment le sujet du trading parce que la dernière fois on a beaucoup parlé d'immobilier mais on a compris qu'il y avait une bonne partie de ton histoire qui était en fait autour du trading. Petit aparté, si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Rémi, allez le voir, regardez-le en entier, mettez un like, un commentaire et un partage dessus et revenez ici pour avoir du coup cette suite d'aventures avec Rémi. Mais mes chers confrères, avant d'attaquer le sujet trading, j'aimerais commencer par une petite question avec un petit dilemme. Est-ce que vous préférez, vous avez le choix, une marque e-commerce qui fait 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, donc on vous donne ça, ça vient en votre possession, ou alors on vous donne un appartement d'une valeur de 150 000 euros aujourd'hui. Quel actif vous prenez? Alors, ça va dépendre de ce que tu as déjà. Ça va dépendre du passif que tu as. Si déjà tu as de l'appartement, si tu étais en CDI, si tu as déjà de l'e-commerce ou si tu as zéro. Après 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, même si tu marges, on va dire, à 20%, tu es à 200 euros, tu es quand même à 6 000 net par mois. Faire avec un appartement de 150 000, 6 000 euros net, ça va être compliqué. Donc en termes de renta, je prendrais l'e-commerce. Par contre, si j'ai déjà de l'e-commerce et pas d'appartement, pas d'IMO, mettre un pied dans l'IMO avec un appart à 150 000, si c'est bien placé, c'est pas mal parce qu'en location courte durée, tu pourras le faire tourner à 2000, 2500. Donc, moi, dans mon cas, je prendrais l'e-commerce parce que l'IMO, j'en ai pas forcément le besoin en plus. Après, c'est toujours un appartement en plus, mais je prendrais plutôt l'e-commerce pour scale derrière parce qu'un appartement, une fois que tu l'as et que tu as ta rentabilité qui tombe, tu as tes nuits, tu peux rarement faire d'un appartement. Bah, tu peux pas, tu es à 2000 euros, 2500, tu peux gratter, mais tu n'iras jamais à 10 000, tu vois. Avec une boutique, tu peux brander, tu peux passer. Mais c'est de la gestion. Enfin, mais c'est beaucoup de gestion. C'est plus de gestion qu'un appartement, je pense. C'est sûr. Mais en termes de. Là, pour le coup, le risque par rapport à la rentabilité et le gain par rapport à la rentabilité, je jouerais plutôt, moi, la carte de l'e-commerce. Parce que justement, c'était la question de la renta. C'est que le e-commerce a 1000 euros de chiffre d'affaires. La renta, déjà, on ne la connaît pas dans ce dilemme. Oui, elle n'est pas donnée. sûr. Donc, effectivement, on peut partir sur un 20% parce que c'est ce qui se fait quand on est bon. Mais maintenant, effectivement, ça peut être en dents de scie, ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup de gestion. Ouais, bien sûr. Mais alors ce site là, à 1000 euros dans ta question, il est déjà à 1000 euros, on est d'accord? Il est déjà à 1000 euros. On te le Ouais. donne là, Ouais. il est déjà à 1000 euros. Mais il est scalable. Ou alors c'est Bien bloqué sûr, 1000 euros. bien sûr. C'est juste que c'est une maturité de business. Il fait 1000 euros par jour, on va dire stable. C'est-à-dire que ça fait 4-5 mois qu'il est sur 1000 euros par jour, avec une équipe qui le délaisse un peu. Mais Non, mais t'as déjà fait. On avait déjà répondu à cette question par rapport aux fameux 1000 euros. T'as déjà fait la première étape. Ouais. La marche la plus haute, c'est déjà de faire ces 1000 euros de manière stable. Eh oui. Surtout si en plus une équipe s'en occupe peu. Il y a Ouais. vraiment un facteur de croissance qui est très élevé. Donc oui, évidemment que je prendrai également le site e-commerce. Ok. C'est clair. C'est assez fort, très intéressant. Ça montre bien la force du e-commerce. Parce en gros, on nous propose un chèque de 150 000 finalement, parce qu'on pourrait le revendre aussi direct. Hein. Oui, mais, Mais la question serait différente si tu me disais je te donne 150 000 un appartement, par exemple, dans Paris, tu vois, et tu sais, t'as pas sa valeur de revente, juste je te donne un appartement. Ouais, c'est vrai que Et t'as après, pas... tu as l'évolution du prix, tu as tout ça qui entre en jeu. Là, c'est 150 000 bloqués. Si on fait 2-3 calculs et qu'on joue bien là, sur l'e-commerce, sachant qu'on a déjà fait, comme disait Romain, le plus dur sur les 1000 euros, tes 150 000 euros, tu les auras beaucoup plus rapidement. Mais vous pensez pas que revendre l'appart à 150 000 en cash et du coup développer un projet e-commerce avec cette ressource financière, ça va pas plus vite ou en tout cas c'est plus risqué?
Si, bien sûr, mais tu as le fait qu'un appartement n'est pas du tout liquide. Ouais. C'est-à-dire que tu vas te falloir du temps avant de le vendre, même si un mec achète sans crédit ou quoi que ce soit, tu as au moins t'as beaucoup de délais, et je pense que dans ce délai, dans ces 3 à 6 mois, on va dire 5 mois pour être soft, 4-5 mois, si tu fais bien les choses en e-commerce, tu peux très vite scaler beaucoup plus rapidement que ce que t'aurais apporté tes 150 000 euros. Ok, ouais, je comprends. Pas mieux. Pas mieux, bah, très bien. Alors, introduction de Rémi. En fait, on a déjà introduit Rémi. Il y a quelques jours, le 5 août, pour être précis, c'est une question pour toi, mais il y a eu un gros crash sur les marchés boursiers. Ouais. Je pense que toi aussi, tu as dû le sentir passer. Bah, tout le monde l'a senti passer. Tout le monde a eu peur. Vous avez pleuré un peu ce jour-là? Non, j'ai pas eu peur, mais non, ça piquait. Ça piquait. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez suivi un petit peu? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu donc un peu moins 20% sur le Bitcoin, des actions boursières aussi qui prennent du moins 15, du moins 20, tout ça en 24 heures? Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez senti, quel était votre feeling par rapport à ça? Alors, moi, expliquer exactement, etc., pour moi, je ne suis pas un économiste, donc je ne pourrais jamais rentrer là-dedans, mais de ce que je sais, de ce que je comprends, déjà, voir un moins 20% sur le Bitcoin, parler des pourcentages de baisse ou de gains sur les cryptos, alors que je suis in de fou, ça n'a pas forcément de valeur dans le sens où le Bitcoin, certes, il perd 20%, mais il est quand même à 50-55 000, tu vois, quand il perd ses 20%. 50-55 000, il y a encore 6 mois, 8 mois, on était à 20 000, tu vois, donc on est quand même en x2, x2,5. Donc, quand tu dézoomes, c'est pas aberrant non plus, tu vois. Oui. On reste sur des valeurs qui sont très très hautes, donc ça, je ne le prendrai pas forcément en compte. Et je pense que là, les baisses des cryptos est juste une résultante de ce qui se passe encore dans le monde des marchés financiers classiques. Et c'est parce que le marché crypto n'est pas encore assez mature. Il n'a pas encore d'ancienneté, il n'a pas assez de stabilité, il n'a pas encore d'assez de vécu pour être libre de lui-même, sur son côté, ok, ça se passe mal dans le monde, mais moi je monte quand même. Tu vois. Ça, c'est un premier temps. Et après, en deuxième temps, je pense qu'il y a une sorte de crainte de récession qui arrive aux États-Unis de plus en plus, parce qu'en gros, pour faire très très court et très très soft, la récession, c'est quand tu as plusieurs facteurs qui se mettent... qui sont cochés sur un délai, genre 3 à 4 mois, sur des taux de chômage, sur des taux de Fed, etc., qui sont annoncés. Et là, en gros, on estimait, je crois, à 3,5%, on est arrivé à 4,3%, donc ça fait peur. C'est en gros, c'est le premier point qui est checké. Il y a aussi une augmentation du chômage qui a été beaucoup plus grande, ce qui fait que du coup, ça met un deuxième point, et du coup, le fait que la récession arrive, ou pensent qu'il va arriver, les gens ont peur, les gens paniquent, et c'est comme tout le temps, c'est un effet boule de neige, les gens paniquent. Après, il y a le gros truc qui, moi, m'a fait peur personnellement, c'est plus le Warren Buffett qui liquide énormément de positions. Alors forcément, il est pas bête, s'il y a une récession qui arrive et qu'on a du cash, c'est, comme il dit, c'est un peu... quand il y a du sang dans les rues, il faut acheter, parce que c'est là où tu feras les meilleurs profits plus tard. Donc non, parce qu'en vrai, moi, de comment je fais ma partie trading, investissement et même crypto, c'est quasiment que du long terme. Donc là, on zoome à l'instant T, oui, c'était quand même en vert, mais en rouge sur la journée. Mais dans 6, 8 mois, 1 an, on n'en parlera plus, tu vois. Et toi, du coup, Romain, t'as creusé un peu le sujet ou pas du tout, tu t'en foutais? Non, je m'en foutais pas du tout. Au contraire, j'ai bien analysé le sujet aussi, là, sans être spécialiste non plus, encore une fois. Faut-il le rappeler, mais je pense que déjà, tu as la situation, tu as le côté macroéconomie sur la partie actualité, donc effectivement, les points, les chiffres du chômage qui n'étaient pas bons du tout aux États-Unis, donc les prémices de la récession qui arrivent. Je pense qu'il y a aussi, malgré tout, les élections américaines qui approchent, et c'est quand même assez tumultueux ce qui se passe avec un Trump qui a pris des positions politiques très pro-crypto, Biden qui se retire, qui laisse la place à Kamala Harris, qui est anti-crypto totalement, du moins au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout sa tasse de thé. Et malgré tout, je pense, dans la balance, les cartes sont un petit peu rabattues aussi là, par rapport aux élections. C'est-à-dire que on se disait presque Trump, il est avec cette histoire d'attentat loupé, etc. Oui. C'était presque un tapis roulant là, jusqu'à la présidence. Et là, pas du tout, puisque Kamala Harris a quand même le don de séduire apparemment les jeunes américains. Les démocrates sont un peu renfloués, etc. Donc, pas sûr que Trump passe.
Après, t'as la situation au Moyen-Orient qui est catastrophique et qui va durer. Là, on est en train de parler... au moment où ça s'est cassé la gueule, on était vraiment sur Israël qui avait tué l'un des chefs du Hamas en Iran qui promet de répliquer. Donc là, on est vraiment sur une prémisse d'une guerre régionale qui peut s'étendre. Je pense qu'il y a toute cette crainte un peu aussi qui n'est pas bon sur le marché boursier. Et, comme tu dis, le marché crypto n'est pas assez mûr. Il est trop annexé encore aujourd'hui aux résultats des marchés boursiers. Donc, il s'est cassé la gueule également. Ce qui me dérange un peu, c'est que, il y a, pour tout un tas de raisons au niveau de l'actualité principalement, le bull run, tant attendu, je dirais, pour l'instant, on est toujours dans une situation... Il prend son temps. On est toujours dans une situation en dents de scie. C'est C'est vrai, ça monte, ça descend. Et là, le Bitcoin avait, avant cette chute, avait aussi remonté de manière assez spectaculaire. Tac, tac. Ah oui. Il avait atteint les 70 000 $. Et tu sens vraiment que c'est pour l'instant un plafond, quoi. Ouais. Il n'arrive pas. Là, hop, il a replongé juste après. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, ça m'emmerde parce que j'ai emprunté également sur une plateforme. J'ai déposé des cryptos pour emprunter des cryptos, d'ailleurs, en fait. Ouais. Et donc, sur base d'Ethereum. Donc, l'Ethereum s'était bien cassé la gueule également. Très cher Ethereum. Ouais, j'ai pas envie non plus d'être liquidé, quoi. Donc, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je me disais, faut pas que ça descende de trop quand même, les amis. Tu vois, Donc, il y avait une petite frayeur, malgré tout. Petite frayeur un petit peu quand même, là, de se dire... Alors, c'est toujours pareil. Je pense qu'il n'y a pas de panique à avoir. On est sur des variations assez logiques. Mais quand ça se casse la gueule... Alors qu'on nous a annoncé en début d'année, même au printemps, oui, ça va, le bull run arrive, c'est génial, etc. Même pour ETH, le fait qu'on allait avoir effectivement des ETF sur ETH. Et là, ça y est, c'est-à-dire que quand ça a été... comment il s'appelle le mec, tu sais, de la régulation aux États-Unis, la bête noire de tous les cryptomaniaques, Gary, machin, comment il s'appelle, le mec qui est anti-crypto à mort, qui fait un peu l'appui et le beau temps. Enfin, qui faisait l'appui et le beau temps, Gary machin, tu vois qui ou pas? Ouais, je vois, mais... Attends. D'ailleurs, Trump a dit que la première chose qu'il ferait une fois qu'il serait au pouvoir, c'est qu'il le virerait, ce mec-là. Et donc, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'hésitations, puis finalement, ça a été approuvé. Mais une fois que c'était approuvé, l'ETH n'a pas bondi pour autant, puisque c'était pas mis en application. Et là, maintenant, ça y est, enfin, me semble-t-il. Ouais, on peut maintenant investir. Et il n'y a pas eu non plus. Non. On nous avait dit non, mais ne vous inquiétez pas. Alors c'est approuvé maintenant, mais quand ce sera vraiment mis en place dans 2-3 mois, les gens, là, ça va grimper. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est toujours pareil, il y a quand même un degré d'incertitude. Et moi qui passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos liées aux crypto, j'en passe beaucoup moins en ce moment parce qu'il y a eu tellement une euphorie, en fait, dans les vidéos. Et c'est un peu fatigant. Non, mais là, c'est bon, c'est reparti, les gars. Puis 2 jours plus tard, ça se recasse la gueule. Non, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une variation classique. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, on se rend bien compte qu'en ce moment, personne ne peut prédire l'avenir dans les mois qui viennent. Personne. Et il y a trop de facteurs, quoi. Au-delà de ça, déjà, je suis totalement d'accord. Et surtout, il y a un fait et un facteur à prendre en compte sur les cryptos, vu qu'il n'est pas mature, c'est que certes, il a un peu son bull run, bear market, 4 ans, etc., machin. Mais en vrai, les cryptos sont tellement imprévisibles que tous les analyses crypto, etc., pour moi, c'est un peu du bullshit dans le sens où tu peux pas savoir. Tu vois, déjà dans le trading et dans les marchés financiers classiques, ce que je fais, tu analyses énormément, que ce soit la macro, la géo, plus les courbes. Analyser une courbe de Bitcoin ou quoi que ce soit, c'est un peu bullshit. Tu vois, tu as des supports, des résistances, mais c'est tout. Donc en vrai, c'est plus... tu vois ce qui se passe. Et pour moi, l'investissement crypto, comment je le vois, c'est du long terme. Donc en fait, je suis complètement décorrélé des marchés. On verra dans 5-10 ans, tu vois. C'est pas, je le prends pas en mode, ok, c'est mon investissement, dans 10-15 ans, j'ai besoin de ça, tu vois. C'est vraiment une annexe à ce que je fais. Et du coup, je le vois comme ça. Donc je regarde pas de vidéos, je suis vraiment sur j'analyse quand je veux rentrer dans un truc, je l'analyse à fond, comme je veux. La waitlist, la market cap, tout ce que tu veux. Et après, je rentre. Le reste, je m'en fiche. Donc, en fait, ce qui s'est passé se reproduira. Et même plus, je pense que le Bitcoin peut retourner à 30 000 et ça fera rien parce qu'en vrai, 30 000, c'est incroyable. Ouais. C'est déjà énorme. On sera encore plus haut que je crois, même début d'année quasiment. On était à 25 ou 27, un truc comme ça. 25, 26, 27. 2023. Tu vois, même si tu retombes à 30 000, t'es encore plus haut, quoi. Donc en vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une correction pour chasser tous les bières, pour chasser tous les faux ordres, les petits comptes, et comme ils aiment bien liquider tous ces trucs-là pour repartir, tu vois. Et
que des gros investisseurs, des big end rentrent, des whales rentrent sur des prix bas. Moi, ça ne me choque pas. Donc, que sur un marché pas mature, tu peux, quand tu es une grosse main, tu peux te faire vraiment des couilles en or parce que justement, tu manipules pas le marché, mais tu vois, quand tu perds 20%, tu rachètes, tu sais que demain matin, le Bitcoin peut être à 70 000. Tu as fait 20% en plus en 3 jours. Ouais. Tu vois, des très très grosses sommes déposées. Bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve même qu'il y a une incertitude, mais pour les whales, il y a cette certitude qu'on est dans le si. Ouais. C'est vrai que moi, si j'avais énormément d'argent à mettre, bah, c'est quasiment sûr et certain. C'est-à-dire ça se casse la gueule, c'est pas 20%. Go, je mets 2-3 millions d'euros dessus, tu vois, voire plus. Ouais. Et puis, tu sais que dans une semaine, 10 jours, ça remonte. C'est ça. Hop, je retire. Tu peux t'amuser comme ça. Et tu te fais énormément d'argent. En quelques mois, tu imagines un peu les sommes que tu peux te faire. Et c'est là où, pour moi, les cryptos, de facto, sont pour les gens qui sont très riches ou pour les gens qui veulent tenter. Tu n'as pas le juste milieu. Tu ne peux pas voir le mec qui va investir tranquillement, posé. Mon bon père de famille, le petit boursicoteur. Tu peux, tu vois, mettre une pièce sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. à long terme. Mais tu sais, c'est pas le même cadre qu'investir sur un Dow Jones, un Nasdaq ou un truc comme ça, tu vois. Et parce que le Bitcoin peut te prendre 50%, 70% de la journée, il se passera rien, tu vois, il va remonter dans 3 jours. Donc, c'est clair. Voilà pour le bain de sang. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Nous, on a profité pour switch pas mal de nos BTC en Solana, parce que du coup, le Solana a pris... Enfin, en fait, le BTC, il prend un moins 20% dans la gueule, après il va les reprendre doucement. Là où le Solana avait pris, je crois, moins 30 et tout, mais on sait qu'il va reprendre un plus 50, plus 60 dans la foulée. Enfin, en gros, il est beaucoup plus volatile. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est vrai que le Bitcoin, enfin, notre investissement en crypto, il est là juste pour faire du multiplicateur. On n'est pas sur un truc long terme, nous, on veut sortir sur l'année qui arrive. On s'est dit, bon, en fait, sur l'année qui arrive, Solana, c'est le bon move pour... Ceci n'est pas un conseil financier. C'est le bon move pour faire un multiplicateur plus élevé qu'avec le BTC. Et on a profité du coup de cette correction globale pour se dire, en fait, du coup, on fait un move intéressant en termes de pourcentage parce que le Solana est plus volatile, donc il a pris plus cher, mais il remontera aussi plus haut. Et donc nous, on a juste profité pour se convertir en fait. Qu'est-ce qu'il en dit de cette crypto mystérieuse, je ne sais même plus laquelle il s'agit, dont tu m'avais dit non, mais celle-ci, quand elle va taper là, Romain, oui, je ne vais pas la dire parce que c'est la mienne. Ah merde. Écoute, pour l'instant, c'est pour ça qu'elle est mystérieuse, il veut jamais en parler. Déjà, moi sur cette crypto, il faut savoir que je suis rentré dans les préventes, donc j'ai investi 1 000 € à la base, et depuis, j'ai déjà sorti 10-15 000 dans ces eaux-là, donc je suis déjà bien. Pour autant, il m'en reste énormément. Et en fait, le portefeuille, pour être factuel, le portefeuille que j'avais en 2021 sur cette crypto, il valait 70 000. Ok. Aujourd'hui, pour être transparent avec vous, il vaut 3 000. C'est bien déjà. Mais 2021, honnêtement, mon portefeuille en 2021, j'aurais dû sortir. Comme beaucoup. Hein. Il y a eu, j'étais pas assez moi-même mature et j'avais pas ce recul là-dessus. Et j'avais un portefeuille qui a passé un gap de fou. Et putain, ça y est. Et je gagnais beaucoup d'argent en e-commerce déjà à ce moment-là. Donc j'étais en mode, je laisse. Là, j'ai ma ligne droite vers le fait d'être millionnaire. Dans ma tête, c'était ça. Et non, j'aurais dû sortir. Mais donc, a priori, moi, j'ai toujours cette croyance de mon portefeuille. Il était positionné en 2021. Après, on est sorti du coup du bull run pour rentrer en bear market, etc. Moi, j'ai cette croyance on rentre en bull run et a priori, je reviens sur les mêmes échelles, même si du coup, il y a des alts sur lesquels je suis positionné qui sont plus d'actualité, enfin qui sont plus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une alt d'un narratif passé un peu? Non. Pas sur cette crypto. Ouais. Par contre, eux, ce qui a fait qu'ils ont craché aussi pas mal, c'est qu'ils ont en fait débloqué, parce qu'on avait beaucoup d'investisseurs qui ont investi pour faire la levée de fonds, mais qui ont débloqué des tokens de crypto au fil du temps. Et le truc, c'est que du coup, ils ont créé un mouvement de vente répété au fil des 4 années qui se sont écoulées, parce que les gens, ils encaissent, ils vendent, parce qu'ils sont déjà sur des gros multiplicateurs. Et restent ceux qui les gardent, ceux qui croient en le projet. J'en fais partie. Et en gros, du coup, moi j'ai une petite affinité avec l'équipe qui s'occupe de ce projet, parce que je connais un très bon copain qui, du coup, lui, presque en interne, car c'est lui qui avait fédéré une communauté pour investir. En fait, il avait fédéré pour investir près d'1 million. Donc, il avait levé 1 million auprès de sa communauté. Moi, je faisais partie des gens qui mettaient un billet. Et du coup, lui, il les connaît, il leur parle régulièrement. Et je lui fais confiance parce qu'il m'a fait gagner beaucoup d'argent, ce mec-là. Et il me dit, en gros, là,
ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas joué leur carte marketing. Ils développent, ils n'ont pas joué leur carte marketing. Parce que moi, je lui pose la question, est-ce qu'il faut être inquiet? Il m'a dit, écoute, quand ils auront joué leur carte marketing, si ça bouge pas, vends. Ouais. Si ça bouge pas quand ils sortent leurs vrais arguments, vends. Il dit, mais là, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de travailler dans le dur et qu'ils sont juste en train de développer le produit, finalement, on va dire. Et ils ont plein de belles choses à annoncer et de trucs qui fonctionnent et de collabs. Mais tant qu'ils les ont pas mis sur Twitter, en gros, Oui. il n'y aura pas de mouvement haussier. Par contre, si jamais ils jouent leurs cartes, et il m'a dit qu'il y en avait un certain nombre, il m'en a évoqué quelques-unes, dont une collab avec MrBeast, je prie. Et ben, si jamais ils jouent ces cartes-là et que ça explose pas, bah, c'est fini, il faut vendre. Et puis voilà. En gros, ils finalisent leur produit et puis après, ils envoient la sauce niveau marketing, niveau com. Ok. Et effectivement, il y a cette collab qu'ils essayent d'avoir avec MrBeast, mais du coup, même eux, même le projet, ils sont pas sûrs parce que s'ils le font, ils vont transformer leur projet crypto en un shitcoin. C'est ce que j'allais Ouais, dire. Parce que si jamais il y a un placement MrBeast, en fait, ça devient n'importe quoi. Ça va monter dans tous les sens, mais derrière, ils n'ont aucune stabilité et ils vont avoir un actif qui représente leur valeur sur le marché qui va faire ça. Mais surtout que ça va être associé à MrBeast, ça va être un peu le même de MrBeast ça. et les gens vont investir parce que c'est MrBeast et pas Ouais. parce qu'il y a de la tech derrière. Ouais. Et c'est le problème aujourd'hui des C'est très cryptos, c'est risqué, que beaucoup comme de gens investissent pour faire des multiplicateurs et pas pour la tech. Et du Ouais. coup, ils rentrent, ils sortent. Et c'est ce qui fait que tu as certaines cryptos qui ont un potentiel incroyable, qui n'arrivent pas encore à percer parce qu'il n'y a pas assez de lumière, etc. Parce que les gens, ils veulent juste du multiplicateur, ils y vont pas, tu vois. Typiquement, Solana, pour moi, les gens, ils y sont parce qu'il y a de la hype. Ouais, je suis d'accord avec Il y a toi. rien derrière. Mais tu vois, je comprends le côté où tu veux. Il y a un faire truc derrière, je multiplicateur. saurais pas te l'expliquer, mais C'est pas le plus fou en termes de tech. mais c'est dire, c'est qu'en ça tout cas, on tombe est en en panne tous les 3 c'est mois, quoi. top 3 crypto. Ah oui, bien sûr, en sur, market cap, bien sûr. Ouais. Ah non, mais ça, le- je dis pas. En termes d'utilité, je pense que tu veux Ouais, dire en termes d'utilité, de technique. tech et tout, il n'y a rien. Par contre, ils ont un écosystème qui est incroyable. Je crois que c'est ça. Bah, dites-nous dans les commentaires si des gens qui s'y connaissent bien sur le Solana, parce que moi j'ai vu des vidéos que j'ai pas compris en fait, qui expliquaient ce qu'était le Solana et je fais ah ouais, Ah ouais, ça a l'air bien. ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Acheter. Mais moi je suis positionné pour ce que tu as dit. Je suis positionné pour les multiplicateurs. Oui, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça, c'est là où je te dis, ok, tu vois, c'est pour ça, pour moi, si tu veux investir sur le long terme, c'est Bitcoin, Ethereum et rien d'autre, tu vois. Ouais. Si par contre tu veux faire de l'argent entre guillemets rapide et essayer Si tu de veux jouer au casino, du multiplicateur, voilà, tu mets sur les autres cryptos et t'attends. Mais voilà. On verra, mais effectivement, moi de toute façon, je veux me retirer de ce marché. Enfin, je veux pas faire la même erreur que ce qu'en 2021. J'aimerais que là, il y ait ce putain de truc en avant, là, une bonne fois pour toutes. Je veux prendre mes billets et je me casse de ce marché parce qu'effectivement, en fait, il m'a un peu saoulé, en fait, ce marché. Après, je sais que tu as énormément de boîtes qui ont fait les erreurs avant, quand il y avait en gros le bull run, de sortir des news, des techs, tu vois, comme ton truc avec MrBeast, à des timings qui sont ultra mauvais. Et du coup, ce qui fait que leur com est bien, leur tech est incroyable, mais ça prend pas parce que c'est pas un bon timing. Et c'est un peu comme Sûr, tout, et si ton timing est mauvais, bah, ton truc foire, tu vois. Et Ouais. vu qu'on est encore dans une adoption de masse qui est très faible, il faut que ta visibilité soit la plus grande. Et quand ton timing est mauvais, bah, tu es biaisé. Et je sens qu'il y a beaucoup plus de boîtes qui ont de la retenue sur c'est le bull run, mais attends, regarde ce qui se Ouais. passe un peu, viens, on attend un peu. Tu vois, pour moi, il y a Il y a un un bull run en contexte, octobre-novembre, limite en janvier 25, me choquerait pas, même si on respecte pas un peu la loi des... des 4 ans. Tu vois, ça, je pense qu'à terme, ça sera complètement décalé. Ouais. Tu vois, tu n'auras plus ce à 4 ans, 1 an, 4 ans. Ouais. Enfin, je pense. Parce que... Bah, c'est déjà le chemin que ça prend cette année. c'est ça, c'est que Oui, ça déjà, pousse. là. Ça ressemble plus tellement Ouais. non plus à ce qui s'est passé il y a C'est ça. 4 ans. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on tire vers ça, on tire vers un truc qui ressemblera moins... Après avoir le plus haut de chaque bull run et 6 mois après le halving, en gros, et du coup, c'est autour d'octobre. Et ça C'est correspond surtout à la période des élections américaines en novembre. Ouais. Et si ça, Trump gagne, ça va quand même jouer énormément, tu vois. Bah, ouais. Enfin, je pense. Ah bah, je pense, quoi qu'il arrive, alors ça ne dictera pas les prochaines années, mais il y aura au moins une envolée ou une descente lors de l'élection. On va avancer, les gars, parce Oui. que on est déjà à 25 minutes, ça tourne, et puis on a encore pas mal de questions. Rémi, Oui. tu fais encore du trading? Oui. À quel rythme? Et dis-nous combien tu gagnes avec ça. On parle argent. Oui, je fais toujours du trading. Maintenant, c'est plus de la même manière que j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, c'était un peu bête et méchant, c'était un peu du scalping, donc on était vraiment sur des positions très court terme. Donc au début, c'était vraiment des 10 euros, ça prenait 40 secondes, je coupais, j'en faisais une. Après, c'était 2-3 dans la journée. Après, forcément, tu augmentes ton capital, donc tu peux mettre un pourcentage de risque le même, mais gagner plus, donc ça me suffisait plus. Et mon but à terme, ça a été de justement
pouvoir m'éloigner des écrans et pouvoir être beaucoup plus soft avec moi, parce que mine de rien, le trading c'est très psychologique, c'est très prenant, avant même d'analyser, de gagner ou quoi, ou de perdre. Psychologiquement, c'est très dur. Et en fait, en m'éloignant des marchés et des écrans, j'ai pu justement poser mes positions. Donc là, je trade en gros, on va dire, par semaine, on va dire un jour et demi. Tu vois, vraiment, genre, en gros, c'est souvent le dimanche. Je reprends toutes les courbes, parce que le dimanche, ça bouge un petit peu moins. Donc je reprends tout, je regarde si mes niveaux sont toujours bien, je regarde si mes positions sont rentrées, parce que je mets beaucoup d'ordre limite, à l'achat, à la vente, sur un petit peu tout. Et je regarde comment ça se passe. Si les positions sont bientôt au TP, et que je vois que ça fait au Take Profit, je vois que ça fait 2, 3 jours, 4 jours qu'on y est presque, hop, je coupe. Si pareil, on est sur un stop loss, on arrive sur un stop loss, mais je sens qu'au final, on bute. Bah, peut-être je vais le redescendre un petit peu ou le remonter un petit peu. J'analyse un peu, je recadre tout ça et je remets des nouvelles positions si j'ai des nouvelles news, des nouveaux trucs ou des nouveaux niveaux, des positions qui sont fermées, que ce soit en gain ou en perte. Je regarde pourquoi elles se sont fermées, en bien ou en perte, toujours. Et je repose une position s'il y a besoin, mais je ne trade pas s'il n'y a pas besoin de trader. Donc on va dire un jour et demi max par semaine. Et combien je gagne, ça varie, mais on va dire qu'on est entre... fourchette basse, on va être à 3000, 3500. Fourchette haute, on va être autour des 6, 8. Tous les mois? Tous les mois. Putain. Après voilà, c'est lissé. Enfin, tu vois, il se peut qu'il y ait un mois où je vais faire un 10 et l'autre où je vais faire un 2500. Oui, bien sûr. Bah, c'est du trading, donc ça peut pas être linéaire. Mais... C'est ça. Super intéressant. Donc pendant que nous, on est au barbecue le dimanche, J'ai pas de jour. mais c'est stop loss. Mais du coup, j'imagine que alors, c'est vrai que les gens se disent c'est pas mal, un jour et demi de travail pour gagner autant. Mais j'imagine qu'en dehors de ça, il y a aussi une analyse, parce que l'analyse des marchés, tu l'as fait même par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que tu dois toujours te tenir au courant de tout ce qui se passe partout. Tous les jours, je regarde les graphiques. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, je mets un œil sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, quand il y a des actualités, ce qui se passe, j'ai les news en direct, etc. Mais quand je suis vraiment derrière l'écran en train de prendre mes trucs, c'est un jour et demi. Mais sinon, oui, effectivement, je regarde tous les jours, mais je suis plus tous les jours en train de cliquer à acheter, à vendre, acheter, à vendre, acheter, à vendre. C'est vraiment du beaucoup plus long terme. Je fais ou du day trading ou du weekly, et vraiment, je laisse tourner beaucoup plus longtemps pour déjà m'éloigner des marchés, d'être beaucoup plus serein, et parce que mon portefeuille me permet d'assumer des plus grosses pertes pour des plus gros gains. Mais mon risk-reward et mon money management est respecté. Est-ce qu'on peut connaître le montant de ton portefeuille avec lequel tu injectes des positions, tu joues avec quoi On est sur parce que pour gagner autant, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'on ne gagne pas autant. C'est ça. Avec 5 euros. Des petites sommes, exactement. C'est ça. Donc, après, je trouve qu'à mon échelle, j'ai un risque reward et un money management qui est très, 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 très strict et hard. Je sais que je pourrais faire, je pense, beaucoup plus. Mais on est autour des 1 million, 1,2 million. 1 million, 1,2 million, ça, là, on est plus près du million que du 1,2 million. Mais je sais que je pourrais, en termes de pourcentage, je pourrais prendre des positions un peu plus hautes parce que je pourrais me le permettre. Mais tu préfères rester sur un niveau de risque qui est plus très bas, faible. Ouais. Parce que ça me suffit, entre guillemets. Je sais que c'est bien ce que je fais. Je sais que je pourrais le faire plus. Je te dis pas, dans 6 mois, j'ai peut-être augmenté de 0,5% mon risk reward ou mon money management pour essayer d'avoir un petit peu plus à terme. Mais je sais que j'ai fait des erreurs par le passé, comme j'avais parlé dans le précédent podcast. Donc, allez voir si vous l'avez pas vu. Bien joué, ça c'est les bons codes, ça. Non, donc j'avais fait beaucoup d'erreurs. Parce que, en très gros, j'ai cru que c'était facile. Donc, j'ai fait beaucoup d'argent avec des leviers aberrants. Donc, je disais à tout le monde, regarde, là, j'ai fait ça, alors là, je fais 800, alors là, je fais 1000, mais en 30 secondes et tout. Et à force de faire ça, ça m'est tombé dessus. Et du coup, j'ai tout perdu d'un coup. Donc, en fait, je suis dans une optique maintenant où je fais vraiment entre guillemets, le strict du strict. Je me contente à ça. Alors, c'est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais je sais qu'avec ce portefeuille-là, je pourrais faire un petit peu plus, tu vois. Je pourrais faire un petit peu plus, même beaucoup plus, mais ça me va et je continue comme ça. Maintenant, je me considère pas comme trader. Je fais du trading, mais je suis pas trader. À terme, j'augmente petit à petit. Pourtant, tu as des gens qui se revendiquent traders qui n'ont pas les résultats que tu as. C'est ça. J'essaye de faire la chasse aux sorcières. Je suis inondé sur TikTok quand le bull run est revenu des pseudo-traders. Tout ça. Mais donc, quand on parle des traders du... J'allais dire les traders du dimanche, mais non, du coup.
Des traders un peu bullshit, il y a beaucoup de promotions autour du copy trading. Du coup, des gens qui proposent de suivre en fait, les signaux envoyés par des traders qui du coup partagent sur des canaux Telegram, on va dire, leur position et les take profits qu'ils mettent et les SL qu'ils mettent aussi. Et puis voilà, tu peux te positionner comme eux. Moi, j'ai une expérience avec ça dans le MLM, parce que j'avais rejoint un MLM où c'était un peu ça qui était proposé. Et ça marchait pas. Et en plus, c'est plutôt que ça marchait pas. De copier en fait les trades qui étaient envoyés, sauf que tu avais un sentiment bizarre parce qu'ils t'ont envoyé le récap à la fin du mois. À la fin du mois, ils t'ont envoyé un récap et dans le récap, tu as l'impression qu'ils ont 90% de win. Tu dis, mais je comprends pas, je les ai pris les trades, pourquoi est-ce que moi je perds de l'argent? Et ils te donnent des règles de levier et tout pour justement pas faire n'importe quoi. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés sont tous un peu unanimes là-dessus. Le copy trading, c'est de la merde. C'est un business en fait pour attirer les gens, mais globalement, c'est ceux qui le font. En tout cas, c'est du bullshit. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que des fois ça se fait bien? Est-ce que tu as des bons retours ou plutôt que du négatif? Alors, je vais pas dire que du négatif parce que j'ai jamais réellement fait du copy trading. J'ai jamais suivi un mec pour faire ça. Par contre, il y a peut-être 2 ans et demi. J'avais justement quelqu'un qui arrêtait pas de m'en parler, donc j'ai regardé. Et en fait, j'étais dans un groupe Telegram où il mettait ses positions. Et alors moi, de ce que je voyais, je dis pas que pour toi c'est pareil, c'est pour tous pareil. Il te donne des positions, il te donne une flopée de positions, mais genre j'achète ça. Mais t'es jamais encadré sur ton stop loss et ton take profit. Okay. Donc en fait, c'est assez facile de dire j'ai gagné ou j'ai perdu quand t'as pas stop loss et take profit, tu vois. Ouais. Parce que dire j'ai gagné, j'achète à 50, ça va à 20. Et après, ça va à 100. J'ai gagné, j'ai acheté à 50, c'est allé à 100. Ouais, mais si ton take profit est à 40, en vrai, t'as perdu, tu vois. Ouais, donc en fait, t'as aucun money management et aucune gestion. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, peut-être qu'ils sont... Moi, dans les miens, il y avait du SL et du TP. Moi, le copy trading, pourquoi je suis pas pour? Parce que déjà, je suis pas du tout pour copier. Parce que ça veut dire que le jour où lui disparaît, t'as pas appris. Tu sais, t'as aucune connaissance et c'est pas en faisant du copy trading que tu apprendras. Donc tu vas pouvoir peut-être comprendre un peu comment fonctionne le marché, etc. Mais tu ne deviendras pas. Pour être l'exemple, pendant 1 an, j'ai fait absolument que ça. Je bouffais des livres, des formations, des webinaires. J'ai fait 1 an sur un compte de démonstration où j'essayais d'analyser pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai pas réussi, etc. C'est pas en copiant quelqu'un que tu vas comprendre. Donc je suis plus je te donnerai pas de poisson, je vais t'apprendre à pêcher, tu vois. Et ce côté-là, j'aime pas du tout. De ce que je vois, moi, c'est très souvent négatif. C'est très souvent, j'ai perdu mon argent, j'ai investi pour rien, j'ai machin, j'ai truc. Je vais te dire, quand tu poses de l'argent et que tu fais juste copier quelque chose, enfin, t'attends pas à grand-chose. Maintenant, ça peut marcher. Mais pour moi, le copy trading, c'est un peu du bullshit dans le sens où pourquoi un trader aurait besoin de fédérer une communauté, de faire très souvent des live TikTok, Dubaï, des machins, des trucs pour fédérer une grande communauté pour avoir plus. Alors forcément, ça leur rapporte des grosses sommes, tu vois, comme des Yomi Denzel qui font des formations. Pourquoi il fait des formations s'il est déjà millionnaire, etc. Ça se tient. Même principe. Pour se diversifier. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et quand tu as le sens de promouvoir de la connaissance, moi, je suis archi pour. Mais là, tu promouvois pas de la connaissance, c'est juste, viens, suis-moi et fais. Ouais. Et moi, je suis pas du tout pour. Donc, est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Je pourrais pas dire que ce soit tous l'arnaque. Je pense que dans le lot, tu dois quand même avoir peut-être des bons canards. Mais le problème, c'est un peu comme le trading, un peu comme dropshipping. Ils ont pris une étiquette sur le front et elle est très dure de partir. Donc, pour moi, dans l'ensemble, oui, c'est du bullshit. Mais je pense que tu as quand même des gars qui ont un bon fond ou qui s'y connaissent réellement. Et ils essaient de faire du copy trading. Sauf que après, les gars derrière aussi qui copient le trading, s'ils copient mal, c'est aussi un problème. Ouais, bien sûr. Ils peuvent copier mal, et puis il y a un délai, malgré tout, même si c'est soi-disant en temps réel. Oui, d'accord, mais entre le moment où le mec prend sa position et toi, tu reçois une alerte, une notification. Ah, attends, je vais aller voir. Plus haut, Et puis voilà, et tu mets 3-4 minutes, 5 minutes à attends. C'est ça. Voilà, c'est vrai que ça a joué aussi beaucoup, je pense. C'est qu'effectivement, en fait, t'es pas. À part si t'es tout le temps devant le groupe Telegram, mais quand ils envoient que 4-5 signaux dans la journée, tu fais d'autres choses. Et quand tu rates les points d'entrée, Et surtout que les gens n'ont vu que t'as. Alors, je parle sans connaissance de cause française.
Mais je me dis qu'il n'y a aucune connaissance, aucun apprentissage. Ça veut dire que le gars, il va regarder sa position 5 heures après, il se dit, oh, il l'a mis, il l'a pas fermé, j'achète. Ouais, mais ça se trouve, tu es déjà à 70% de ton TP, et ça n'a aucun sens, tu vois. Tu as un truc tout con, c'est que quand tu prends une position que tu es déjà bien monté à 50-70%, tu te mets à break-even, donc tu remets ton stop-loss, tu as ton point d'entrée, comme ça, si ça repart, tu perds 0. Ça se trouve, le mec, le trader fait ça, et il a totalement raison de le faire, c'est bien. Mais toi qui vas rentrer 70% plus haut, bah ton stop loss ça va être son break-even, toi tu vas perdre, lui il va rien perdre, tu vois. Et ça c'est des trucs qu'il va pas te montrer, qu'il va pas te dire, mais qui lui peut-être est un bon trader, mais il va pas te le dire, il va juste te fédérer et en te disant viens et regarde, moi j'ai gagné, mais toi t'as perdu, t'es rentré en retard, mais est-ce que tu savais pas qu'il fallait pas rentrer, tu vois. Il faudrait pouvoir discuter avec le mec. Là, on est à cette heure-là. Est-ce que je peux toujours rentrer, tu vois. Et inversement, tu vois, si on est parti trop bas, le scénario c'est invalidé. Normalement, le trader fait un scénario de trading. Donc, le scénario c'est invalidé. On va bientôt toucher le stop loss. Ça sert à rien de rentrer. Ou rentre plus tard quand on redescendra sur support, tu vois. Et ça, je pense pas qu'on t'en parle. Tu pourrais d'ailleurs toi-même, finalement, partager tes. C'est en cours. Ah, c'est en cours. C'est en cours. Oh, d'accord. Tu veux peut-être pas en parler. Et pas en copy trading. Non, jamais de copie. Non, en très gros, on en parlera, je pense, à la fin de toute façon sur la dernière question. Ouais, j'ai des questions sur les projets de Rémi. Allez, on avance. Toi, un petit avis sur le copy trading, rapidement? Bah non, j'aime pas. Non, mais je partage grosso modo le même avis, donc je vais pas forcément être redondant sur le fait que c'est un peu comme en e-commerce. Tu délègues pas une tâche que tu connais pas. En copy trading, si tu sais pas faire du trading, tu délègues pas à quelqu'un qui va t'envoyer des signaux sans comprendre quoi que ce soit à ce que tu fais, en espérant en croisant les doigts. Non, c'est juste ça. Donc, voilà mon avis. Après, tu as les bots de trading. Alors, je sais c'est pareil, il y a des gens qui disent oui, mais là, c'est mieux parce que l'algorithme va réfléchir à ta place et prend des positions. Ouais, bon, c'est pareil. Ça m'a pas l'air non plus. Je m'aventurerais pas là-dedans dans un domaine que je connaîtrais pas. Voilà. Surtout que si tu avais vraiment des robots de trading, des gars qui ont des milliards, ils auraient des robots. T'imagines? Ouais, j'ai ça là. J'ai été démarché cette semaine sur ça. On veut me vendre un robot trading et on me dit non mais celui-ci il marche. Je fais, oh là là. Ça fait 6 ans que celui-ci il marche à chaque fois. Et à chaque fois tu finis toujours par te faire niquer. Il me fait non mais là vraiment. Et puis il y a suffisamment de formateurs qualitatif dans ce milieu, il y a suffisamment d'informations que tu peux trouver même gratuitement ou en payant pour te former. Maintenant, je peux comprendre de se dire oui, mais j'ai pas le temps parce que j'ai déjà une activité de côté, j'ai pas envie de m'investir non plus comme tu disais tout à l'heure, pendant plus d'1 an, tu t'es formé quasiment à temps plein. Moi, c'est un petit peu comme c'est comme en sport, quoi. Si tu veux, tu peux pas devenir excellent dans un sport si tu le pratiques pas. Tu vois, donc, si t'as pas le temps de le faire, ne le fais pas. C'est ça. C'est surtout que c'est pas une discipline qui est la plus simple, tu vois. Le trading, le marché financier, c'est pas le truc. Alors je dis pas que c'est le plus dur et que c'est le plus compliqué, je suis super fort, c'est juste que c'est une rigueur à avoir et une constance à avoir que forcément, si tu l'as pas de base, ça va être compliqué pour toi et du coup, il faut forcément t'investir un minimum. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux dans ces cas-là, si tu t'y connais pas, que tu n'as pas le temps de t'y connaître, tu veux pas t'y intéresser, placer une somme régulièrement sur un broker, sur un ETF. T'investis dans le long terme. T'investis sur le terme. Aujourd'hui, tu vas à ta banque, tu ouvres un compte titre, un PEA. Toutes les semaines, tous les mois, tu mets une somme, tac. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le DCA, du Dollar Cost Average. Et ça te permet justement de lisser ton prix d'entrée, tu achètes sans regarder le prix. Et ça, pour le coup, avec les intérêts composés, tu fais en sorte de prendre des boîtes qui te reversent des dividendes capitalisantes pour que tu puisses avoir des intérêts composés. Et les intérêts composés, c'est aberrant. Quand les gens se rendent compte que 1 centime multiplié par 2 tous les jours, au bout d'1 mois, ça fait 5 millions. Tu dis, tu vois, et ça, c'est des intérêts composés, quoi. Mais oui, si tu n'as pas le temps et tout, tu te renseignes juste sur, OK, tu prends les 20 meilleures boîtes à investir avec des dividendes capitalisantes, tu poses et bon père de famille, excellent. C'est excellent. C'est quoi vos 3 cryptos préférés? Les vôtres, pas forcément. Du coup, c'est pas un conseil financier, encore une fois, mais je veux dire, c'est si vous deviez choisir 3 cryptos là, qui sont vos cryptos préférés, pas forcément pour les multiplicateurs, justement pour la techno, etc. Enfin, si vous deviez en choisir que 3, quelles sont-elles? Je sais même pas si j'en aurais 3. Non, j'ai un portefeuille énorme, mais j'en ai plein, mais préférés. Une pour la tech, vraiment de très très loin, c'est mon petit chouchou depuis le début. Moi, c'est l'Elrond, Multiversix. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que quand tu as dit Solana, c'est un peu les deux opposés. Tu as Elrond qui tombe jamais en panne et tu as Solana qui tombe toujours en panne. Bah oui. Mais non. Mais j'adore. Déjà, j'aime bien l'équipe avec Minku et tout. Et, j'aime beaucoup ce qu'ils font. La tech, pour moi, elle me parle de zinzin.
Genre à terme, avoir leur truc de sharding pour développer Je vérifie en live si j'ai du Elrond. une quantité, surtout qu'il il est vraiment pas cher. Et ils ont traiter une quantité de données énorme, c'est que pour moi du bon sens par rapport à là où on va dans tous les domaines. Tu vois. Dans tous les domaines, tu as une quantité de stockage à avoir qui est incroyable. Enfin, maintenant, tu as des téléphones, je crois, jusqu'à 2 Tera. On doit traiter une quantité de données dans tous les domaines qui sont aberrantes. Et qui va augmenter de manière exponentielle. Et Elrond, le cœur du truc, c'est nous, on va pouvoir traiter toutes les infos 10, 100, 1000 fois plus que tout le monde. Donc pour moi, de base, c'est... Ouais, je pense que c'est effectivement... Et eux, ils travaillent sur leur adoption de masse. Tu vois, le problème des cryptos, à terme, je ne parle pas pour faire des leviers, etc., c'est que l'adoption de masse, c'est dur parce que les gens... C'est loin la crypto, c'est bizarre. Bien sûr. Là, ils ont une application, ils ont une carte, il y aura bientôt un IBAN. Tu vois, donc ça veut dire que monsieur tout le monde pourra avoir son application comme du Revolut ou du n'importe quoi avec ça, sauf que tu perds en crypto. Tu vois. Donc sur l'adoption de masse, pour moi, ils sont dans les leaders. Sur la tech, pour moi, c'est ce qu'il faut c'est un des trucs qu'il faut pour l'avenir. Donc moi, je dirais Elrond, mais j'aime pas forcément top 2, top 3. Si on va te dire top 2, top 3, forcément Ethereum, Bitcoin, parce que pour moi, c'est les deux où je suis sûr que même dans 10, 15, 20, 30 ans, ils seront toujours là. Tu vois, même du Solana, j'en sais rien, même Elrond peut-être ne sera pas là dans 20, 30 ans. Je pense que Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas forcément de chance qu'ils disparaissent. Tu vois. Ouais, donc, tout à fait. Je n'ai pas forcément d'autres tops. Pareil. J'ai BTC, ETH, parce que c'est des valeurs sûres. Après, je dirais, j'ai pas forcément de préférence. Par contre, je pense que, moi, j'aime bien les narratives liées à la tokenisation, parce que je me dis quand même, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir faire entrer de l'immobilier dans de la blockchain. Et je pense que ça, honnêtement, c'est super intéressant. Mais il y a tellement, il en apparaît tous les jours. J'aurais bien du mal à en sortir une. Pour te dire, oui, celle-ci, son projet est bien meilleur que les autres, etc. Non, pas forcément. Du coup, c'est plutôt un top 3 narrative. Réserve de valeur, tokenisation, IA. Vous croyez au projet crypto IA ou c'est la bulle Internet tous les projets qui sortent, c'est du bullshit. Pour moi, c'est pas une bulle. Pour moi, c'est l'avenir et tu le vois dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'IA est de plus en plus présente, sera de plus en plus présente. Et donc, forcément, s'il y a de l'IA et que tu as de la crypto, tu auras forcément un truc qui va aller ensemble. Pour moi, c'est obligatoire. Même j'aurais aussi, si on parle de narrative, dans la crypto autour des jeux vidéo. Ça, je pense que tu vas avoir un monde qui va être incroyable dans le sens où tu vois, par exemple, sur World of Warcraft, que je pense que la plupart des gens connaissent, tu joues des centaines d'heures, tu as des armures, etc., qui sont ultra rares, mais valent rien. Enfin, tu peux revendre ton compte, etc., des centaines ou des milliers d'euros. Mais imagine-toi que cette armure qui est ultra rare, il n'y en a qu'une, et c'est un token que tu vois, c'est indirectement un token que tu as, et tu peux échanger. Ça va de pair avec tout le délire NFT. Souvent, bien sûr. Il y a eu c'est un token, donc c'est ça. Donc en vrai, c'est exactement ça. Mais il y a eu une grosse hype fin 2021 sur déjà l'apparition de ces jeux vidéo avec des NFT à l'intérieur, etc. C'est ça. Mais c'est retombé vachement après. Et je pense que ça va revenir, mais n'empêche que c'est vachement retombé. Oui, je pense qu'à terme, ça reviendra parce qu'il y a une bear market, parce qu'il y a machin, et parce que je pense qu'encore une fois, le marché des cryptos, des NFT, c'est trop mûr. C'est pas assez mûr, pardon. Je pense que faut voir le truc dans l'autre sens. C'est que le truc, c'est que tu as des projets de jeux vidéo qui sortent avec cette techno. Sauf que du coup, ils ont que la techno. Et en fait, c'est dans l'autre sens. C'est quand tu auras des licences comme World of Warcraft qui vont prendre la techno et l'intégrer dans leur écosystème. Ou même Fortnite, etc. Enfin, il y a plein de jeux où si eux, ils décident de tendre la main à cet univers-là parce que la techno a fini par être au point, eux, par contre, ils font du jeu vidéo, ils font de la com de jeu vidéo. Là où les projets crypto, ils font que de la tech, en fait. Ils ont fait, on a mis des NFT, là, vous avez votre personnage et tout. Mais en fait, ils savent pas promouvoir un jeu vidéo. Donc derrière, ça marche pas. Alors que oui, dès que tu as une adoption de gros jeux, avec ces trucs-là. C'est ça. En plus, ça sera l'une des solutions pour encadrer tout ça parce que je ne sais pas si vous aviez pu voir un peu ces infos passer, mais il y a des jeux vidéo qui sont utilisés pour blanchir de l'argent. Avec ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais du coup, il y a des marchés dans les jeux vidéo. Les monnaies des jeux vidéo se vendent, les pièces d'équipement se vendent, mais avec du coup pas d'encadrement. C'est avec des trucs, des virements PayPal, du cash. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors qu'effectivement, avec ça leur permettrait d'encadrer. Et de reprendre le contrôle sur les échanges, les transactions qui se font sur leur univers, dans l'univers qu'ils ont créé. Donc moi j'y crois aussi beaucoup à cette narrative, c'est juste qu'il faut que certains acteurs déjà en place arrivent à tomber sous le charme d'une des boîtes techno qui fait de la crypto à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Enfin,
pour les grosses licences, je pense que c'est déjà un fait. Un Mais sujet, c'est ouais. juste que c'est pas encore prêt et peut-être que la population n'est pas encore prête à se dire ok, on va passer sur ça, on va payer comme ça. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de tout, mais je pense qu'ils sont déjà dessus. Enfin, pour moi, tu es dans le jeu vidéo, tu es obligé, tu as forcément un pied dans l'IA, tu as forcément un pied dans les cryptos, etc. Ouais. Et donc, tu peux pas, surtout que tu veux toujours être le premier à lancer un nouveau truc, etc. Je pense qu'ils travaillent de mèche. Maintenant, je pense que c'est pas abouti du tout. Je pense que c'est pas comme ils veulent. Parce que si tu sors un GTA qui était une hype de fou à chaque fois qu'il sort, et tu sors un GTA cryptotisé, entre guillemets, qui fait un flop, Ouais. ça pose problème. Ouais, Tu c'est vois. Donc, encore il trop faut que ce risqué. soit on point de fou. Peut-être lancer des dérivés, des petites ramifications pour voir comment ça prend, des tests. Et après, le lancer sur les grosses licences. Mais je pense que dans 5-10 ans, pour moi, ça sera la norme. Ça sera totalement la norme. Après, ils peuvent réussir à intégrer. Parce que ce qui fait peur aussi, c'est la manière d'échanger de la crypto-monnaie. C'est encore le chaos, on va dire, Ouais. pour que ce soit adopté massivement. Si jamais ils arrivent dans le jeu ou dans ton interface de gestion de compte à rendre ça super facile et de faire tes transactions sans qu'on parle de ces 25 mots qu'il faut mettre sur un bout de papier, sans qu'on parle de ces adresses qui sont longues comme ça pour chacune de tes cryptos. Si on arrive à simplifier ça pour que le commun des mortels puisse y aller en mode j'ai fait une transaction et c'est super sympa, C'est ça. c'est win. Parce que là, le gros problème des cryptos, de l'adoption, c'est qu'en vrai, ça reste tricky. Tant que ça sera tricky, ben, ça sera toujours un truc d'initié, quoi. Mais ça s'oppose un peu dans le sens où la crypto, ce qu'ils veulent, c'est de l'ultra-sécurité. Ouais, c'est vrai. Et si tu enlèves cette sécurité et que tu fais j'ai juste à glisser mon armure dans son inventaire et c'est lui qui a le token, tu n'as plus ce côté sécurité. Du coup, forcément, tu as des gens qui vont réussir à hacker ça, etc. Donc, tu vois, c'est comment ils vont réussir à faire en sorte que tu aies de la sécurité, mais en enlevant des barrières ou en changeant les barrières. C'est vrai. Ce truc-là. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous payez déjà en crypto? Ça vous arrive de payer en crypto des choses? Non. Je l'ai fait pendant un moment. C'était payer le café, tu sais, genre machine. Mais j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. C'est rare, mais malheureusement, ça va pas dans le bon sens de la crypto, mais il y a tous les services qui sont border ou illégaux se payent en crypto. Tu peux payer, ouais. Mais je paye rien, moi, d'illégal, bien sûr. Bien évidemment. Mais enfin, même des gens qui proposent des services, mais qui sont pas structurés, qui ont des services intéressants, mais qui n'ont pas d'entreprise, et du coup, ils acceptent que les paiements en crypto. Donc c'est vrai qu'on a beau cracher, enfin on a beau dire non mais la crypto ça sert pas qu'à ça, il y a quand même beaucoup de cas où ça sert à faire des transactions qui seront juste moins encadrées. C'est ça, c'est pas forcément illégal, c'est juste que c'est moins encadré. Ouais. Tu vois, alors moins encadré c'est forcément illégal, mais tu sais c'est pas pour des armes à feu, c'est pas Oui, non mais c'est pas sur le darknet ou encore que par contre c'est pas non plus une légende, c'est vrai. Ah non, bien sûr, non mais ça c'est sûr. C'est pas que ça, mais il y a très peu surtout qui sert à ça. Ouais. Et moi j'ai toujours j'ai pas envie de payer en crypto en fait, au sens où c'est un investissement. Non mais c'est-à-dire je me dis imaginons je peux payer en bitcoin par exemple, ça me fait chier parce que quelque part c'est tellement volatile déjà cette crypto dans un sens comme dans l'autre, mais je me dis la valeur du paiement que j'ai fait aujourd'hui, je sais que c'est pareil pour une monnaie, hein, l'inflation, la déflation, mais quelque part la valeur par exemple de ce que je vais donner en crypto pour acheter un micro par exemple, tu vois. Cette valeur-là, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, ça en vaudra 10 fois plus, tu vois. Et je suis pour l'instant un petit peu... Oui, là où tu sais que ton euro, 1 euro vaut... un peu plus près du micro. C'est là où tu vois qu'un euro grossièrement vaut $1. Tu te dis, demain, 1 euro ne vaudra pas $10. C'est ça. C'est alors impossible. D'accord, ça monte, ça descend, oui, d'accord, mais ça joue à rien. Sauf si le pays se casse totalement la gueule, enfin l'Europe, voilà, tu vois, mais voilà, ça change pas grand-chose à la valeur voilà. Non, je comprends. telle qu'on se la représente par rapport à l'objet que j'ai acheté. Alors que là, sûr. Je me dis, merde, j'ai peut-être bousillé, si tu veux, admettons, 0,04 bitcoin pour acheter un truc, et puis peut-être que cette valeur-là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans... ça vaudra tellement plus, tu vois. Sûr. Et je suis un peu réfractaire par rapport à ça. Et surtout que moi, je le vois comme un investissement. Donc c'est ça, c'est pareil. Je prends de l'investissement et je paye avec, ça n'a pas de sens. Sauf si tu en as sauf si à foison et que tu payes des trucs à 1 euro, ok, pourquoi pas. Ok. Je suis d'accord avec vous. Tant mieux. Autre sujet. Sujet jeux vidéo, les gars, qui fait un peu une passerelle avec ce qu'on disait juste avant. Est-ce que vous jouez encore aujourd'hui à des jeux vidéo? Est-ce que vous avez eu des périodes de gamer? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la place que ça peut occuper dans votre parcours entrepreneurial? Avant de vous laisser la parole, moi, je vais parler un petit peu moi, j'ai fait un peu le bilan des jeux auxquels j'ai joué. Et j'avais pas réalisé ça, mais j'ai fait beaucoup de jeux de gestion, en fait.
j'ai réalisé que j'ai beaucoup joué à Civilization, Ouais. j'ai beaucoup joué à Age of Empire, Ah oui. j'ai beaucoup joué à un jeu dont j'ai oublié le titre, ça devait être Hotel Giant, un truc comme ça, où tu devais la gestion d'hôtel. La gestion de ton hôtel. J'ai beaucoup joué à Zotikun, donc gestion d'un zoo. Ouais. Et en fait, je fais putain, mais c'est vrai que je suis un. Depuis le début. Depuis le début, j'aime gérer des trucs, manager mes ressources, les positionner, etc. Et après, j'ai passé beaucoup de temps sur les MMO. Et sur les MMO, on va sur encore autre chose, un peu presque du vrai management, de cohésion d'équipe, de construction en équipe, de fédérer tout ça. Et surtout que je me suis toujours positionné comme quelqu'un qui fédère, même si c'était parfois contre-productif parce que j'étais pas le meilleur. Mais j'étais en mode, je serais le roi des nuls s'il faut, mais je serais quand même le roi. Et j'ai fait ce constat que je ne sais pas si les jeux vidéo du coup m'ont amené à avoir ces appétences-là ou si j'avais ces appétences et du coup c'était cohérent que j'aille vers ces jeux vidéo-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé une grande corrélation. Et je me suis dit, putain, en fait, ouais, c'est pas que c'était écrit, mais quand je jouais à ces jeux-là, en fait, j'étais déjà en train de me former finalement d'une certaine manière. À prendre en considération les risques, les ressources, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je suis carrément d'accord. Et je sais pas si tu avais déjà dit, mais pour moi, tu sais, les jeux, les MMORPG, tu sais, t'as cette culture. Et je vois en fait un peu la vie comme ça. Tu commences, t'es tout nu, t'as rien. Et petit à petit, tu vas trouver des choses, tu vas apprendre des connaissances, tu vas être cueilleur, tu vas machin, etc. Et à force, tu vas avoir plus de gold, tu vas avoir plus de sous. Et après, tes sous, t'achètes forcément un truc super joli pour avoir une belle armure, ou tu vas prendre un truc utile qui est plus résistant, etc. Et en fait, en vrai, dans la vie, c'est un peu ça. Tu sais, c'est genre, j'essaie de faire en sorte que dans mon compte, ok, maintenant j'ai assez, je peux prendre le truc joli. Tu sais, et mine de rien, mais c'est un peu ça, tu vois, la vraie vie. Et sinon, ouais, les jeux, c'est un peu pareil. J'ai eu une grosse période Age of Empires, tous. C'est incroyable. Age of Empires, le premier me rend fou. Le premier est incroyable, il me rend nostalgique. Il est incroyable. Par contre, j'ai vu des images et ça a vieilli. Ah oui, bien sûr. Non, dans mon imagination, c'était vraiment... c'était beau. Les gros codes de triche, etc. pour faire apparaître les voitures. Et après, j'ai eu du Zotikun. Après, vu que j'ai fait beaucoup de hand, j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup moins de jeux vidéo. J'ai commencé les MMORPG avec Guild Wars, moi. J'ai jamais joué à WoW ni à Dofus ou quoi que ce soit. Ok, Guild Wars, très connu aussi. Et pareil, Guild, du coup, on se regroupait, on devait gérer ensemble un truc, etc. Donc, un peu de gestion. Et dernièrement, quand je joue, c'est, je sais pas si vous connaissez League of Legends, Teamfight Tactics. Non, je sais pas. C'est en gros une filiale, c'est un jeu de League of Legends. En gros, c'est un peu une sorte de Magic, c'est un peu avec des cartes, mais sauf que c'est pas des cartes, t'as vraiment les champions qui se battent, mais c'est du tour à tour, etc. Enfin, c'est de la stratégie, des compositions, des objets à analyser, etc. Donc j'aime beaucoup. Et de temps en temps, je fais un peu de Fortnite. Pour se détendre. Ça, c'est pour se détendre. Il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a rien du tout. Petit copain par-ci par-là. Tu prends ton fusil à pompe et tu vas te battre. Mais voilà. Incroyable. Mais ok. Toi, Romain, tu es une génération un peu au-dessus, ton rapport aux jeux vidéo. Non, mais là, il y a un conflit générationnel. C'est-à-dire que moi, ça m'a jamais intéressé. Alors si, je vais pas dire que ça m'a jamais intéressé, mais quand j'étais gamin, j'avais un Atari. J'ai eu un Amstrad CPC 464 à cassette. Je sais pas si vous imaginez. À cassette. C'est genre les cassettes. Je mettais ça dans le lecteur, ça met 10 minutes à charger, c'était impressionnant. Après, j'ai eu un Atari à disquette. Donc, j'ai joué à des jeux comme Outrun, c'était très basique, tu vois. Ouais, c'était dans les années 90. Donc, vraiment, j'aimais bien, j'ai jamais été fou de ça. Alors, c'est-à-dire déjà le fait qu'on jouait tout seul chez soi. Internet n'existait pas. Donc, j'étais tout seul avec ton jeu. Donc, au bout d'un moment, tu as des disquettes, au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu as refait le tour, tu as refait le tour. Tu as un copain qui vient à la maison, bon, tu joues un peu avec lui, etc. Mais j'ai vite décroché de ça. Et les jeux de gestion, tout ça, j'ai jamais accroché particulièrement aux jeux vidéo en général. Les seuls jeux qui me plaisent sont les jeux Rockstar que je vois tourner sur la PlayStation à la maison. Et là, en fait, je ne joue pas, c'est-à-dire que je me balade. Tu vois, dans Red Dead 2, dans GTA, tu te balades. Je me balade et j'adore me balader. Je peux passer des heures à me balader parce que c'est plutôt de l'évasion en fait. Tu vois. Mais voilà, j'ai pas. Ça m'a toujours un peu saoulé les jeux vidéo. Donc, désolé, alors c'est un regard qui est super intéressant. Alors déjà, c'est peut-être générationnel, mais j'ai aussi des gens de ma génération qui sont à fond. Hein. Moi, j'ai un pote, il a 50 balais, le mec, il joue tout le temps, tu vois. En plus, il est artiste et tout, il est tout le temps dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais, Jim, il passe beaucoup de temps dessus. Donc, moi, non, ça m'a jamais passionné. Donc,
Ouais, je peux jouer un petit peu comme ça, mais je me balade. Ouais. Ça me saoule au bout de 10 minutes, quoi. Bah, les mondes ouverts, c'est vrai que j'adore ça aussi. J'ai jamais eu de PlayStation de console, mais c'est des trucs que j'adore. Tu sais, les jeux où tu peux faire vraiment ce que tu veux. J'adore ça. Le World of Warcraft, quand ils ont mis les montures volantes, donc ils ont dû refaire la patte du jeu pour que ça soit cohérent, que tu puisses vraiment te déplacer dans les airs et donc vraiment avoir un univers ouvert, mais donc au sol comme dans les airs. C'était incroyable. C'était la première. Tu montes sur ton griffon là, puis tu voles, et puis tu vois j'ai les jamais paysages. accroché les graphismes. Franchement, pourtant, c'est. Minecraft revisité, ça me. Oh, t'es très dur. À l'époque où c'est sorti, en tout cas, c'était des graphismes fous d'ailleurs pour l'époque. Et puis après, juste, ils ont vieilli un peu et ils n'ont pas su suivre le truc, mais non, c'est magnifique quand même. Là, je te rejoins pas, on va rentrer en conflit. Je t'ai envoyé un verre d'eau dans la gueule. Si, remarque, les seuls jeux que j'aime bien, c'est les jeux de tir, les Call of Duty et ça. Ok. T'as joué un peu à des Call of du coup? Ouais, ça, j'ai joué bien. à pas mal de jeux comme ça. J'avais une Xbox, l'Xbox 360. C'était pas la première, c'était la deuxième. Il y avait la Xbox noire. Ouais. Je l'ai eu aussi. J'ai pas joué beaucoup à celle-là. Et après, j'ai acheté la blanche. J'ai pas joué énormément, mais par contre, voilà, je jouais à tous les jeux de tir, j'aimais bien. Ça c'est un vrai truc de dopamine. Hein. Ouais, c'est Fortnite, etc. C'est des jeux juste, tu bousilles et en vrai, ça te détend. Ça. Vraiment, c'est cool. Ouais. Non, c'est vrai. Enfin, sauf quand tu joues en ligne et que tu te rends compte que t'as plus tout le niveau par rapport à ceux qui sont en train de Tu repars en jouer tout le local temps. pour jouer contre des bots. Fortnite, vraiment, je me rappelle avoir joué au tout début. Je suis revenu pour faire une petite game avec mon cousin, je crois, il n'y a pas longtemps. Et je vois ce que c'est devenu et je me fais pulvériser. Et je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu croises des types, ils construisent des tours. Enfin, c'est plus un jeu de tir, là. C'est un jeu de construction instantanée. C'est Hotel Management. Là. Ouais, je te jure, c'est Hotel Knight. Enfin, bref. Et donc, ouais, je décroche parce qu'en fait, je réalise que dans le jeu vidéo, maintenant, si t'as pas une addiction, j'allais dire, si t'es pas tout le temps dessus et que tu joues en ligne, tu te fais bousiller par ceux qui jouent tout le temps, quoi. C'est exactement la même chose que sur YouTube, on en parlait la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire du YouTube, tu vois ce qu'on fait là, c'est pas terrible, c'est parce qu'on n'a pas la super production. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile, extrêmement cher de réellement percer sur YouTube, puisque tu dois vraiment avoir un niveau en fait, de production qui est énorme. Et c'est un peu pareil dans les jeux en ligne, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que grosso modo, tu arrives là, tu n'as pas un niveau genre là, puis tu te fais bousiller, tu es dégoûté du truc, tu te fais jarter, puis allez, casse-toi. Tu vois. Je pense que voilà, le niveau est très très haut aujourd'hui sur ce type de jeu. Ouais, c'est vrai. Alors ils essayent de mettre des trucs de classement et tout, mais pour autant, je trouve que c'est pas au point. Ou alors je suis trop nul, c'est possible. Les deux, je pense. Est-ce que Rémi, tu peux nous partager ta plus grosse bêtise, ta plus grande leçon en trading, un truc qui t'a marqué et que je crois que tu l'as déjà évoqué. En fait, c'est ça, c'est quand j'ai commencé, j'ai emprunté de l'argent à ma mère. J'ai cru comprendre et savoir que c'était facile, etc. en passant avec un broker qui était complètement illégal au final. Tu rappelles son prénom? Jennifer Guérin. Ouais, Jennifer, si tu nous regardes. Voilà. Et du coup, j'ai absolument tout perdu parce alors au début ça se passait bien, j'ai fait des sommes qui étaient incroyables, je me voyais déjà en train de construire ma villa dans le sud de la France avec des piscines, etc. Et au final, elle est partie juste avec l'argent. Donc est-ce que j'avais réellement gagné cet argent ou pas, vu qu'elle intervenait sur le compte. Donc c'est pour moi ma plus grosse leçon parce qu'au final, j'ai appris de ça et j'ai quand même continué dans cette voie-là de ok, je me suis fait avoir dans le trading. Mais j'arrête pas. J'ai dit ok. C'est pas un trauma ou un dégoût. C'est ça. C'est que ça m'a donné un truc et du coup, au final, je suis allé taffer la nuit à Carrefour. J'ai appris pendant plus d'un an après pour y arriver. J'ai essayé, ça a pris et là j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que ma plus grosse bêtise, au final, c'est pas pour faire genre, mais c'est ma plus grosse leçon et c'est ma plus grosse force. Heureusement que je l'ai fait parce que après peut-être que j'aurais fait autre chose si j'avais pas fait ça. Ça, on peut pas le savoir, mais... C'est les meilleures bêtises, celles qui sont des leçons. Tu aurais pu en être totalement dégoûté, arrêter, c'est ça. Non, je faire touche plus complètement à ça. autre chose. Ouais. J'aurais peut-être commencé l'e-commerce. Plutôt. Écoute, il n'y a pas de bon timing. Enfin, si, en fait, il y a des bons timings. Tu serais venu en 2016, tu aurais fait de l'oseille, max. Ouais, c'est clair. Mais comme nous, hein, donc, nous non plus, on n'avait pas le meilleur timing. Ta plus grande leçon, toi, Romain, il y en a une? Un truc qui t'a marqué dernièrement, c'est de faire plus attention à mon portefeuille. Parce qu'on m'a piqué ma carte bancaire en Thaïlande, alors qu'il y a un pays extrêmement sûr. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça détruit tous les arguments qu'on dit à Rémi depuis le début. C'est génial, la sécurité c'est top, il y a du soleil, etc. Alors je me fais piquer mon portefeuille.
Ouais, non, mais bon, c'est pas vraiment une leçon business, mais ça m'a mis un petit coup parce qu'on m'a quand même piqué 6700 balles. Un truc, un réseau, un truc. Et là où c'est fort, quand même, c'est une leçon, en fait, malgré tout, indirectement, parce que je sais pas comment l'interpréter, cette leçon. Je sais pas quelle leçon en tirer réellement, mais je me dis, c'est dingue, c'est qu'on m'a pris mon portefeuille dans mon sac. Alors, très profondément, il n'y a pas au bord, comme ça, tu l'ouvres pas. Et ce portefeuille, tu l'ouvres, il y a plusieurs cartes bancaires, il y a du cash, tu vois, et on m'a pris une carte. C'est la seule. C'est tout. Tu vois, et moi, je me suis dit, mais j'ai oublié ma carte. En fait, pour tout expliquer, j'ai fait un aller-retour en Chine. J'étais en Thaïlande, je suis parti à Hong Kong, puis à Shenzhen. Tout ça sur 48 heures pour voir un client, etc. Et donc, si tu veux, j'arrive en Chine, j'ouvre mon portefeuille, je dis, tiens, c'est marrant, ma carte n'est pas là, je l'ai oubliée à la résidence à Bangkok, tu vois. Et je demande à ma femme qui était là, je dis, tu peux regarder un petit peu? Elle dit, bah, je trouve pas. Bon, elle doit être tombée quelque part, c'est bizarre. Et j'ai pas eu le réflexe, tu vois, et de réagir. C'est chiant, ce casque qui... Voilà. Et finalement, on m'avait donc piqué 6700 balles au Vietnam. J'ai eu un mal fou à me faire comprendre avec le conseiller de ma banque et tout. On m'a fait chier pendant une semaine. Il a dit, ah oui, mais là, attendez, on ne peut rien faire. Hein, vous savez, ça a été des paiements qui ont été faits. Donc les mecs, ils ont piqué ma carte. Je ne sais comment. Je laisse jamais mon sac. Je ne sais comment. Je pense même peut-être au contrôleur. Tu vois, la seule hypothèse que j'ai, c'était à l'aéroport de Don Muang, donc au nord de Bangkok. C'est un petit aéroport par rapport au gros aéroport de Suvarnabhumi. Et je pense, j'en suis presque sûr, il n'y a qu'un endroit où on a pu me piquer ma carte aussi proprement, c'est à la sécurité. Quand tu mets ton sac sur les bacs, tu passes à la sécurité. Ça paraît délirant, tu vois. Mais tu mets tout, c'est vrai après tout, tu vois. On met son portable, ça monte, machin. Et puis tu as plein de gens, etc. Et je me dis, mais j'ai récupéré mon sac, voilà. Mais je me dis, c'est le seul endroit où quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que c'est genre, je me suis même dit, à mon avis, c'est quelqu'un qui bosse là, et il doit y avoir un réseau parce que ma carte a été retirée au Vietnam. C'est possible, hein, parce qu'honnêtement, tu as des trucs d'insider dans plein de trucs, dans plein de boîtes. Là, en ce moment, j'ai une vidéo qui sort sur le sujet, sur les trucs un peu sombres de Telegram, qui sort bientôt. Et je vois qu'il y a des insiders, donc des gens qui bossent à la poste ou des trucs comme ça. Et ils sont dans des business sombres et juste, on a un contact à Chronopost, on a un contact à la poste, etc. Donc, qu'il y a un business qui a infiltré un aéroport, donc de vol de cartes, ça. Puis après, il y a peut-être une mule qui fait. Parce qu'en fait, tout se passe le Vietnam, c'est un sacré pays d'embrouille et de magouille de ce genre. Et ça s'est passé au Vietnam. Et ils ont réussi à retirer. Alors, c'est marqué sur le relevé petit commerce, en 2 minutes. Genre 1000 balles, en 2 minutes. Tac, 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 tac. 6700 balles. Et c'est marqué petit commerce. Donc, ils ont payé avec un appareil. Mais en fait, ce que je pense, c'est que c'est un réseau avec un système informatique, avec des logiciels qui viennent craquer les codes, etc. Et tu vois, tac, tac. Enfin bon, la banque m'a finalement remboursé. Mais j'ai passé une semaine un peu chiant, parce que 6700 balles, ça pique, quoi. Ça fait chier quand même, quoi. Tu vas te dire, merde, putain. En fait, c'est surtout l'humiliation. En fait, tu vois, la leçon, elle est là. C'est l'humiliation de dire, mais j'ai rien vu. J'ai rien vu et j'aurais pu faire opposition à ma carte. Je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, non, mais. À la maison. De faire trop confiance, en fait. C'est une bonne leçon. C'est-à-dire que même dans un pays comme la Thaïlande, en Thaïlande, les gens, sur la moto, ils laissent les clés dans la rue, si tu veux, tu vois. C'est pas. C'est ultra sûr comme pays. J'enferme pas la porte, en général. Là, Sylvain, mon associé Sylvain, il vit chez lui, tu as la grille qui se ferme, mais c'est pas. Enfin, tout est dehors. Tu passes au-dessus de la petite grille comme ça, tu peux piquer tout n'importe quoi. Tu vois, en général. Les gens ne ferment pas chez eux. Il y a même pas la porte en bas, elle est même pas fermée. C'est des logements, alors pas forcément à Bangkok, mais c'est des logements, vu que c'est paradisiaque, c'est ouvert. Tu sais, ta cuisine, elle est à l'extérieur, en fait, dans sous un préau, un hall, tu vois, en quelque sorte. T'as la machine à laver, t'as tout un tas d'utilitaires. Et donc, du coup, en fait, les gens ferment pas. Parce que tu risques rien, même ton matos. Il n'y a pas cette petite délinquance, enfin, c'est très limité, très, très limité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule leçon, peut-être, c'est se dire, faut jamais se dire, ça n'arrivera pas. Tu vois, que ce soit un vol, mais ça peut être aussi dans le business, tu vois. Faut toujours aussi garder en tête, il peut toujours y avoir une merde que tu n'as pas vu venir qui va te tomber dessus. Il ne faut jamais se reposer en se disant c'est bon, tranquille. Voilà. Donc c'est peut-être une leçon, je ne sais pas si on peut partager ça comme une leçon, tu vois, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses que simplement un sac dans un aéroport, quoi. Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, messieurs. Bon, petite question comme ça.
Mais Rémi, du coup, est-ce qu'il y a un marché que tu préfères trader plus qu'un autre? Est-ce que c'est le J'en forex? trade quasiment qu'un seul. Tu trades lequel? C'est le DE40 maintenant, parce qu'ils ont rajouté 10 boîtes, mais c'est l'indice allemand. Ok. C'est l'indice allemand. CAC 40, mais Ok. Et pourquoi? Enfin, c'est parce que tu t'es rendu compte que c'est là où tu avais les meilleures compétences d'analyse, ou Ouais. c'est ça? parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je faisais un peu, j'ai essayé un peu tout, tu sais, de l'or, un peu tout, enfin vraiment tout, j'ai essayé de tout trader. Et je sais pas, déjà c'est une économie qui est entre guillemets un peu stable, qui est assez correcte. Quand tu as des chutes, tu prends pas des tempêtes, donc c'est assez correct à trader. Tu as des bons patterns, tu as une bonne mémoire de marché, donc c'est assez facile entre guillemets d'analyser, de prendre tes positions. C'est là où j'avais les meilleurs résultats au début. Et en fait, je me suis dit, au lieu de m'amuser à checker, j'ai fait et je fais 90% mes positions en trading, c'est quasiment que du D40. C'est pas courant. Quasiment. Ouais, je sais, C'est pas il y courant. en a beaucoup, c'est Nasdaq, Dow Jones, ou un CAC 40, ou de l'or, ou des trucs comme ça. Non, je sais pas, Faire un truc comme les ça. autres, Rémi. C'est un peu d'or d'ailleurs en parlant de ça. J'ai de l'or. Mais Qu'est-ce que tu penses justement de ça. non, mais est-ce que acheter de l'or aujourd'hui, ça a encore du sens pour toi? Moi, j'ai déjà pensé à en acheter de l'or physique, mais je me dis, bon, alors tout le monde, ouais, c'est vrai que c'est une valeur refuge, etc. Mais je me dis, alors c'est vrai que le prix n'a jamais été aussi haut d'ailleurs. Oui. Mais bon. Mais en fait, moi, j'ai du mal avec sa valeur refuge parce que, je sais pas, valeur refuge de quoi, enfin. Par rapport à quoi? C'est indexé à quoi? Ouais. C'est disons dans le temps. Mais dans le temps, c'est. Mais ton or, il vaut X dollars. Ouais, c'est ça. Et si ton dollar vaut plus rien. C'est là où j'ai du mal avec ta valeur refuge. C'est pareil, tu mais me c'est diras, pas avec les cryptos. pour les cryptos, c'est indexé au dollar. Mais je sais pas, plus ça avance, et plus je trouve que ça n'a pas forcément de valeur. Là où par contre, je suis plus sur le achète de la pierre. Tu vois, entre acheter de l'or et acheter de la pierre, enfin, un immeuble, un appartement, je te dirais aujourd'hui, c'est pas un conseil, mais prends la pierre tous les jours. Parce que déjà, c'est un bâtiment, enfin c'est de la pierre, donc tu peux loger, tu peux faire vivre quelqu'un, tu peux faire un commerce, tu peux faire plein de choses avec ton or. Déjà, techniquement, il n'est pas à toi. À part si tu l'as chez toi physiquement, tu l'as pas. Donc, tu vois, demain, on te dit, ouais, en fait, non. Tu sais, c'est comme quand il y a des problèmes de banque. Tout le monde veut retirer. Ouais, non. Ou tu veux retirer plus de 3000. Oui, mais pourquoi? Comment? Attendez, il faut un truc. Mais c'est le même, pour moi, c'est le même principe avec l'immobilier en France. On en parlait la fois passée. T'as des squatteurs, surtout avec le NSP qui est là, laisse tomber. Non, mais on a parlé, tu te souviens, on en a parlé la fois passée. Non, bien sûr. Il y avait une totale incertitude sur le résultat des élections. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu par rapport à ce qu'on avait imaginé que ça allait se passer finalement. Et là, je me dis, t'as la gauche qui arrive au pouvoir. Alors, on verra ce qu'ils vont faire. Et on verra est-ce que Macron va leur laisser les mains libres, parce que je ne crois pas non plus, parce que je n'espère pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu as vu dans les mesures, déjà la loi anti-squat, qui était déjà une loi de merde, déjà, tu vois. Non, ça retire, etc. Les squatteurs pourront rester là le temps qu'ils veulent, le propriétaire doit leur retrouver un logement, etc. Je me dis, tu vois, c'est pour ça que je me dis, c'est ton bien, mais oui et non, tu vois, c'est ton bien sur le papier. Mais si tu as des gens qui squattent ta maison et qu'on te dit non, mais attendez, on les laisse là. Oui, si on va dans cet extrême-là, oui, bien sûr. Mais en temps normal, l'appartement, il est à toi. Mais c'est un pourcentage qui est très très faible. Tu vois, et est-ce que ça t'a inquiété ou pas? Parce qu'on a parlé la fois passée. Tu m'avais dit non, ça m'inquiéterait pas. Qui sont passés, non. Ça m'inquiète toujours pas parce que je sais pas. Alors, ça revient un peu à ton histoire avec la carte. On n'est jamais trop prudent. On se dit que ça se passera toujours aux autres, mais la plupart du temps, pour les locataires, je fais la visite moi-même, je vois la personne, j'étudie le dossier. Enfin, tu sais, j'ai l'impression, après c'est peut-être me tromper, mais que quand tu as des squatteurs, c'est souvent des baux qui sont assez anciens, tu sais, des trucs mal rédigés, écrits sur un capot de voiture, un vieux truc, ou même pas écrit, il n'y a pas de truc, tu payes en cash. Moi, il n'y a pas de tout ça, tu vois. Ouais. Et tu as beaucoup ils prennent des aides, tu sais, des APL, ou ils prennent j'oublie leur nom, mais les aides de l'État pour pouvoir, la garantie de l'État Visal, pour avoir ça. Je me dis, tu fais APL Visal, tout ça, etc. Tu rencontres le mec. Avoir un squatter, c'est plus compliqué. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un ami qui fait, je dirais pas son nom, mais qui fait de l'immobilier, mais il n'est pas adepte avec la déclaration. Avec tout ça, c'est pas trop son truc. C'est fou de ne pas être adepte avec la déclaration. Il loue une cave qui fait 1m70 de haut. Il a mis dans l'annonce que pour les petits. Bref, il le fait, il le loue, ça se passe bien, etc. Mais tu vois, c'est que des contrats en cash, etc. Et il a déjà eu des problèmes comme ça.
Et c'est triste, mais j'ai envie de lui dire, mais Et c'est de c'est l'IMO, normal. c'est de l'IMO border. Donc, c'est de l'IMO border, tu vas avoir des trucs border. Et je pense que tu vois, la statistique des squatteurs est très très faible. Ça peut arriver à tout le monde, mais elle est très très faible. Et si tu prends la quantité de gens qui font des trucs border, bah ça se tient, tu vois. Ouais. Je pense qu'un gars qui fait qui autorise les appels, qui fait le visal, qui fait la rencontre des locataires, qui demande les justificatifs. Tu sais, le mec relou de Century 21, tu vois. Entre guillemets, Century 21, la forêt, Guy Hockey n'ont pas de squatter. Je pense. Ou très trop chiant la sélection. C'est ça. des- Et en fait, si t'es relou à sélection, les squatteurs, c'est pas des relous à sélection. Normalement, c'est est-ce que je peux payer cash, je peux payer 6 mois d'avance, tiens, et tu vois, des trucs un peu farfelus. Si tu t'évites tout ça, normalement, t'en as pas. Donc en vrai, ils peuvent passer, pas passer, mettre la loi, ça changera rien. S'il y a un squatteur qui veut venir, il viendra, qu'il y a la loi ou pas la loi, tu vois, et s'il veut pas partir, s'il est là et qu'il veut pas partir parce que la loi le dit pas, il restera. Enfin, tu vois, c'est pas la loi qui va faire quelque chose, parce qu'ils sont déjà pour moi hors la loi en faisant ça. Parce que tu prends. Peut-être le seul grand ennemi en fait de l'immobilier, mais c'est l'ennemi de d'autres choses aussi, c'est la guerre. C'est qu'un pays qui Oui. rentre en guerre, là t'es bien, même ton rapport à la propriété devient. Ah oui, il devient beaucoup moindre. Mais c'est un peu comme les gens ils me disent ouais, mais demain, si t'as plus Oui, internet, voilà. bah, tu fais plus d'argent. Non, mais c'est ça. D'accord, mais Bah, t'as internet, il n'y a plus de monde. c'est- Enfin, on est ce que d'accord, je veux c'est dire, ça. t'as plus d'électricité, t'as plus de monde. Ouais, Alors, c'est ça. oui, j'ai plus d'argent, Ouais. oui, je perds Mais énormément. comme tout le monde, Ah quelque oui. part. Mais il n'y a plus de vie. Enfin, Et là- on fait quoi Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'a pas. Je peux y penser. Demain tu peux mourir, Rémi, ça Ah peut oui, c'est arriver, ça, donc c'est- arrête d'investir, tu peux mourir. Je peux y penser, mais ça n'avance à rien parce que c'est ok. Oui, j'aurais plus rien. T'as pas de maîtrise enfin, personne n'a de maîtrise sur ça. Et c'est que moi-même, enfin, je serais pas en mode tout seul dans ce problème. C'est les banques. tous Ouais, les c'est un investissements. collectif. Enfin, le pays partira en freestyle si tu n'as plus juste d'internet ou d'électricité. Tu vois. Internet, bon, l'électricité mène à internet, mais juste internet déjà, je pense que Ouais. tu es dans un Ça freestyle fout une total. sacrée merde. T'as Ah, des entrepreneurs qui ont suffisamment d'oseille pour avoir plusieurs passeports en cas de problème. Bien sûr. Julien ZTV, tu sais, Ouais, il collectionne les passeports. C'est vrai. C'est impressionnant. il a plein de passeports pour. Il sort toujours des vidéos sur YouTube, toujours très intéressantes justement sur comment obtenir tel passeport. Et même le passeport du pays le plus petit du monde, tu sais, il y a un mec qui a racheté une plateforme pétrolière. Oui. Oui. Enfin, oui. une plateforme, c'est Ouais. même pas une plateforme pétrolière, c'est une plateforme dans l'eau comme ça. Puis il y en a fait un pays, tu sais. Ouais. Et il donne effectivement donc les passeports. C'est officiellement un pays reconnu, machin. Et ce Julien, donc lui, il a tout un tas de passeports. Ouais. Non, mais c'est il ça, hein. semblerait qu'il y a des gens qui effectivement font en sorte d'avoir beaucoup de passeports pour être vraiment en capacité de se mouvoir quoi qu'il arrive, quoi. Mais après, sans internet, sans électricité, Ouais, non, mais tes c'est- avions ne décollent pas. Ouais, non, sans internet, ça c'est autre Tu chose. prends pas ton billet d'avion. Non, de enfin, toute façon, là, on rentre vraiment dans une situation. Là, je pense que un archaïque. on parle par exemple, si le pays s'effondre, oui, là, tu auras des répercussions au niveau européen. Par contre, si tu vas au Cambodge, là où ils s'en branlent, tu vois que Oui, la oui, France bien sûr. s'effondre. Par contre, oui, si on arrive sur un problème où, au niveau mondial, tu n'as plus de courant, tu n'as plus Oui, d'internet, c'est là, un oui, autre là, sujet. c'est vraiment une sacrée merde. Et oui, là, on pourra me dire ah mais ami, tu feras plus de trading. Oui, bah d'accord. D'accord. Alors, tes Plus grand compétences en monde. trading là. Je suis pas sûr que toi tes Mais euros servent à quelque chose. C'est pas grave parce que Rémi sait aussi faire de la rénovation, etc. Il pourra construire son propre logement dans un monde archaïque. Moi, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, putain, mais si le monde s'écroule, mes compétences en media meurs. buying, je me retrouve dans la forêt, on me dit, bah alors voilà, tu sais, ils font un peu une sélection, on fait une petite communauté. Toi, tu sais faire quoi? Non, il est médecin, ok, toi, c'est bon, tu viens Analyser avec les nous. KPI, Toi, si vous voulez. Je te jure, moi, je vais être là. Alors moi, faculté en communication, mais sinon, bah, je sais parler un peu. J'ai fait des podcasts. Là, je vous aurais bien montré, mais il n'y a plus Internet, donc... Et derrière, tu fais, putain, dans un monde qui n'est pas comme celui dans lequel on évolue, j'ai intérêt à me réinventer. Hein. Et là, je pense que tu as tous les survivalistes qui banderaient là. Putain, Ouais. ça y est, enfin nos entraînements dans la forêt, sous la pluie, là, ça y est, Ils ça peuvent y est, ça frotter leur paye. couteau pour faire du feu. Ouais, voilà. Je connais les plantes pour cicatriser une plaie. Je sais faire Tu tous les perds ton nœuds. bras. Ouais, bah, on vous embrasse un jour, peut-être que c'est vous qui aurez raison. On verra. J'ai un petit jeu que j'ai pas inventé. Petit jeu que j'ai volé à Hugo Décrypte et au podcast Corps et Santé et sans doute à d'autres. Oui, je pense. Donc Corps et on Santé. vous embrasse, on vous salue et je vous cite, hein, donc j'espère que vous prendrez pas mal. Donc le jeu est simple, c'est une série de questions que je vais te poser, Rémi. Après, est-ce que je vois les questions? Je peux peut-être aussi les poser à Romain. Ouais, je pourrais les adapter pour Romain, je pense. Donc il faut répondre par oui ou par non. Tu n'as pas le droit à la nuance. Pas le droit de débattre. Pas le droit de débattre, c'est oui ou non. Et à la fin, par contre, tu auras un joker sur une question sur laquelle tu veux revenir pour pouvoir expliquer ton point de vue. Ok. Mais sinon, c'est oui ou non. Ça, c'est...
La Corée ici. Hein. T'es prêt? Ça rigole pas. Ouais, je suis prêt. Pourrais-tu vivre sans sport? Non. Pourrais-tu vivre sans business? Non. Pourrais-tu vivre sans amour? Non. C'est beau. Tout le monde devrait-il faire du trading? Non. Faut-il investir dans la crypto aujourd'hui? Non. Faut-il investir dans l'immobilier aujourd'hui? Oui. Reviendras-tu sur ce podcast? Bien sûr. Pourrais-tu repartir de zéro? Ouais, totalement. Avec rien et tout, tu pourrais recréer ouais, tes parce que confiants. j'ai une connaissance maintenant qui est Hmm. 10 fois plus grande. Pour réussir, je te pose des questions alors que c'est oui ou non, je suis vraiment... Pour réussir, faut-il de la chance? Oui. Prendre des vacances, c'est important? Apparemment, oui. Romain est-il un meilleur entrepreneur que toi? Ah, Joker. Entrepreneur, oui. Investisseur, non. Non. Je suis pas aussi bon à investir que toi. C'est ça. c'est Mais clair. par contre, entrepreneur, ça va monter sa boîte, etc. Comme ça, au bout du monde, chapeau. Putain, il utilise son joker, il est en train de développer. Ouais, pardon. Non, mais très bien, donc tu as développé sur celle-ci. Très drôle. Putain, du coup, ça me donne un peu une idée de ce jeu. On va le refaire plusieurs fois. Et, Ouais, c'est bien. et ça me donne des idées pour les prochaines questions. Ok. Abonnez-vous à la chaîne Hors des Clous pour ne pas rater tous ces jeux-là. On pourra même en faire des shorts en fait de ça. Ouais, complètement. Des trucs tac, 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 tac. Ouais. Ça peut bien marcher. Mais il faudrait des questions un peu plus pièges, tu sais. Oui, où tu- non, genre, tu dis exactement. oui, tu dis non, t'es dans la merde dans tous les cas. Et tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ce que j'ai réalisé. Là, j'ai réalisé que j'avais pour moi beaucoup de questions, mais en fait, ça va très vite. Oui. Parce que c'est oui, non, oui, non, oui, non. En Mais tout cas, en quand fait, quelqu'un t'aurais joue le pu jeu, ça va très vite. rajouter, Donc, on peut en faire 10 de plus Ouais. facilement. Et Je il peux faut débattre des pour trucs- chacune, par contre. Ça, c'est vrai aussi. Ouais, bah, C'est ça le truc qui est j'imagine. frustrant, mais. Bah, c'est ça en Mais fait c'est le bien. truc, c'est qu'effectivement. Tu veux revenir sur le. Bah, sur les. T'as il dit, faut faut-il investir dans la crypto aujourd'hui? Alors, sans, parce qu'on va pas tarder à arrêter, sans aller trop dans le détail. Pourquoi t'as répondu non? Parce que c'est le il faut. Genre, est-ce que tu dois? Non, Ouais. tu dois pas. Alors, après, il y a eu la même question pour l'IMO. Du coup, j'ai été, j'ai été piégé. Et du coup, j'ai dit oui, parce que pour moi, quand même, c'est une plus grosse sécurité. Donc, je m'engage moins sur dire il faut acheter l'IMO plutôt que la crypto. Mais c'est pas il faut. C'est une diversification d'allocation de tes investissements, c'est tout. Ouais. Donc, oui, tu devrais en avoir parce que c'est une bonne source. Maintenant, un pourcentage que ton risk management, ton money management te le permet, etc. Je comprends. Romain, Ouais, vas-y. pourrais-tu vivre sans sport? C'est les mêmes, hein. Oui. Pourrais-tu vivre sans business? Non. Pourrais-tu vivre sans amour? Non. Bah, ça dépend. Alors, on parle de l'amour aussi avec les enfants, avec tout. Enfin, c'est l'amour en C'est sens chiant, large. t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ouais. Mais c'est pas précis la question. Alors, je dirais non dans tous les cas. Tout le monde devrait-il faire du trading? Non. Faut-il investir dans la crypto aujourd'hui? Je dirais oui. Faut-il investir dans l'immobilier aujourd'hui? Je dirais oui aussi. Est-ce que tu reviendras sur ce podcast? Non. Peut-être. Pourrais-tu Oui. repartir de zéro? Ouais, pareil, un petit peu la même réponse. Avec les compétences aujourd'hui, oui. Pour réussir, faut-il de la chance? Oui. Prendre des vacances, c'est important. Oui. Et Rémi est-il un meilleur entrepreneur que toi? Bah, je dirais oui quand même. Ouais. Ouais, je dirais oui quand même. Tu veux revenir sur l'une des questions? Bah, sur la dernière, puisqu'il a commencé, en fait, il a eu l'intelligence entrepreneuriale beaucoup plus tôt que moi. Beaucoup plus tôt. Donc je pense que oui, en ça, il ira beaucoup plus loin, puisqu'on a quand même une quinzaine d'années de différence, quoi. Donc voilà. Eh bien, vous êtes très fair play. Moi, j'estime être un meilleur entrepreneur que vous deux. D'ailleurs, c'est vrai, on te pose pas la question? Bah, vu que c'est moi qui organise les podcasts, enfin, en tout cas les sujets, non, moi, on me pose pas les questions. Enfin, C'est triste, quand même. si Je te pose la question. tu as, allons-y. Allez, on pose une dernière question avant de finir. Merde. Et ben voilà, t'as tout J'ai cassé. perdu. C'est là, C'est bon, ça. je crois que c'est là. Ça doit être. La même question, pourrais-tu vivre sans sport? Plus maintenant. Pourrais-tu vivre sans business? Oui. Pourrais-tu vivre sans amour? Non. Tout le monde devrait-il faire du trading? Non. Tout le monde? Enfin, faut-il investir en crypto aujourd'hui? Non. Faut-il investir dans l'immobilier aujourd'hui? Dès que tu peux, oui. Et reviendras-tu sur ce podcast? Jamais. Et pourrais-tu repartir de zéro? Oui, je pense, oui. Pour réussir, faut-il de la chance? Ouais, absolument. Prendre des vacances est important? Ouais, absolument. Romain est-il un meilleur... Attends, je lis vraiment ce qui est marqué. Est-il un meilleur entrepreneur que toi?
Oui, mais c'est quand même assez obvious. En fait, ça dépend comment on compte. Là, je prends mon joker Encore sur une fois, celle-ci. ça dépend. Ça dépend comment on compte. Il y a des singularités et c'est important d'ailleurs d'être. D'ailleurs, d'avoir ces est-ce que singularités. être un bon entrepreneur, c'est pas forcément le curseur de réussite n'est pas forcément financier, tu vois. Ah non, du tout. Ouais, Tu bien vois, sûr, pour moi, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est ce que tu as mis en place, ça prend en place C'est beaucoup ça. de choses. Tu vois. Mais Moi, là où je t'admire, comme j'ai dit, c'est ta capacité à avoir entrepris un truc à l'autre bout du monde. Tu vois, ça, c'est un truc, moi, même pour l'immobilier, je reste, entre guillemets, à 30 km de chez moi, max. Mmh. Je sais que je On devrais t'avait être même dans dit, le sud. fais-le à Je l'étranger, sais- c'est bah beaucoup ouais, mieux. je sais. Et ça, c'est un truc, tu vois, où pour moi, c'est une capacité entrepreneuriale que j'ai pas, donc j'estime que tu es un meilleur entrepreneur que moi. Mais en plus, je pense qu'il y a une différence entre. Je pense que c'est l'un des sujets dans le prochain podcast, mais entre businessman et entrepreneur, justement. Oui. Parce qu'en fait, typiquement, moi, j'estime aujourd'hui que je fais du business, je cherche des opportunités business. Là où effectivement, la fondation d'Incubox, par exemple, c'est plus une démarche entrepreneuriale. Là où toi, c'est plus une démarche d'investisseur. Ouais. Et en fait, c'est des profils différents, quoi, en fait. Je vois les gens qui font des startups, pour moi, ils sont entrepreneurs. Ils mettent, ils mettent leur vie entre parenthèses, ils vont très mal se payer parce qu'ils vont, enfin, certains en tout cas, être à fond dans la boîte et c'est la vision, c'est le projet. Pour moi, eux, ils ne sont pas businessmen à ce stade, ils sont entrepreneurs. Ils ont une vraie volonté de sacrifice, d'honneur pour créer un projet qui est beau. Alors que moi, par exemple, avec mes business à cash flow, je me considère comme businessman et gestionnaire. À partir du moment où il y a de la thune qui, Parce que j'allais d'où dire, elle vient, ça va. c'est Quoi. ça. C'est que l'entrepreneur, il va tenter, peut-être qu'il aura rien pendant des mois, des années, mais à terme, il aura son truc. Le businessman, il va chercher à avoir la renta, entre guillemets, tout de suite. Ouais. Il va essayer d'aller chercher un truc où il aura beaucoup moins, mais tout de suite. Ouais. Là, il va chercher un truc, C'est ok, vrai. je paye ça, j'ai ça maintenant. Je paye ci, je fais ci. Là où l'entrepreneur, il va monter, il va essayer de grossir, de faire grandir un projet. Grave. En fait, c'est pas les mêmes profils. Et aujourd'hui, on Ouais. met tout le monde dans la même case, alors que c'est vraiment pas les mêmes appétences et les mêmes volontés. C'est ça. D'ailleurs, enfin, si on parle du cliché en France et de l'animosité qu'il peut y avoir envers les entrepreneurs et les patrons, je pense que c'est toujours parce qu'il y a une confusion aussi entre qui est qui. Enfin, un Ouais, ça me entrepreneur, rend dingue, ça. un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend tous les risques Ils se rendent pas compte. pour créer un truc qui, a priori, peut être beau. Là où un businessman, par exemple, je comprends un peu plus l'animosité. Tu as des businessmen qui, effectivement, sont très dans une démarche oseille, quitte à avoir pas de race, quitte à avoir un comportement dégueulasse sur plein d'égards, etc. Ils sont dans une optique business. Et là, je peux comprendre qu'il y ait en tout cas un questionnement, un conflit potentiel. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont lynchés sur la place publique, alors que, bordel, en fait, c'est eux qui créent l'activité aussi, c'est eux qui créent Construis l'innovation. quelque chose, tu te donnes à manger aux gens quelque part. Moi, je trouve ça, c'est incroyablement beau, tu vois. Bah ouais, Et c'est tu de la prends négation. un maximum de risques parce que C'est ce que j'ai dit. personne sera là derrière. Enfin, tout le monde sera là pour te regarder. Il va se casser la gueule, il va se casser la gueule. Et quand tu réussiras, de toute façon, avec l'argent qui se fait, Ouais. c'est vrai. Et les gens ne voient que la finalité, c'est-à-dire l'argent. Ouais. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en jeu. Les gens ne se rendent pas compte du parcours. Non. Ils voient que la fin. Et C'est ça. un entrepreneur, ça dépend combien de temps ça met, mais c'est des mois, des années de psychologie où tu n'es pas bien, des sortes de dépression, tu n'es pas bien si ça marche pas, tu réfléchis tout le temps, tu n'as pas de jour off. Enfin, Puis 9 sur 10 ont une fin de carrière. Hein. Oui, 9 c'est ça. C'est entrepreneurs que sur 10, juste effectivement, sont ceux qui et échouent. quand ça marche, c'est ah ouais, mais c'est normal, regarde tout ce que tu brasses. Ouais, d'accord, mais ça fait combien d'années que je fais ça? Ça fait combien d'années où je suis pas bien? Ça fait combien d'années où j'ai pas pris de vacances? Ça fait combien d'années où je suis psychologiquement, j'arrive pas à être à fond sur certains trucs, etc. Tu vois, c'est tout ça, ils y pensent pas. Et Tu sais, on parlait tout à l'heure enfin, on parlait par audio interposé avec Sylvain, comme on le fait souvent, et on se dit, on fait toujours en fait Incubox, tu vois, pour nous c'est toujours un bateau, c'est toujours la référence, on aime beaucoup la référence, les images quand on parle, c'est un bateau, et donc bon ben on est deux capitaines, c'est qu'il y a Sylvain et moi, on est à la proue, etc. Et puis tu as toute l'équipe qui sont en train de voilà, sortir les voiles, nettoyer le pont et machin, mais eux ils savent faire leur tâche, tac tac tac, tu vois, se dire oui il faut que je lève la voile, on m'a demandé de lever la voile, je lève la voile, etc. Mais ils s'en foutent de savoir où on va. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, ils imaginent que tout ira bien, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en fait, nous, c'est nous qui dirigeons, en fait, qui donnons le cap, mais t'embarques tout le monde. C'est-à-dire que si t'embarques tout le monde vers des récifs où le bateau va se cracher, tout le monde se crache, tu vois. Ça. Et c'est vrai que tu as une responsabilité sur les épaules, malgré tout. Là, tu vois, on va être encore en phase de recrutement, finalement, après avoir... il y a 2-3 mois, c'était un peu le contraire. Puis là, il y a des nouveaux trucs qui arrivent où on se dit, ah putain, c'est pas possible. On va devoir recruter en urgence encore 2 personnes. Ben, c'est 2 personnes de plus qui vont monter dans le bateau et qui vont faire leur taf en se disant tout va bien. Mais sauf que toi, la nuit, des fois, tu te dis
j'espère que ça ira quand même. J'espère Oui, qu'on oui. va pas y avoir une tempête, qu'on va pas rencontrer des pirates en cours de route, etc. T'as tout, et l'univers marin, je trouve que c'est très représentatif Ouais. en fait de l'univers entrepreneurial. Mais oui, c'est une grosse pression, c'est une grosse responsabilité, et je ne supporte pas l'image que les gens ont spécifiquement en France, disons-le, peut-être en Europe, mais spécifiquement en France, où on ne supporte pas les entrepreneurs. Ouais. On les prend toujours pour des requins. Par exemple, si tu vois, je pense à Bernard Tapie, parce que la fois passée, tu parlais de la série. Tapie, pour moi, c'est un businessman. C'est-à-dire qu'il était... alors je dis pas que c'est pas un jugement moral, hein, simplement, il était en quête d'opportunités. C'est ça. Tiens, je vais racheter une boîte. Tiens, cette boîte, machin, je vais faire ceci, je vais la revendre, etc. Et tu avais forcément des dégâts humains. C'est-à-dire que, bah oui, il y a des gens qui vont être licenciés, etc. Lui, il voyait... Je dis pas qu'il était méchant, entre guillemets, de faire ça, mais lui, il voyait son business. Mais c'est un businessman, c'est pas un entrepreneur. Ouais, tout à fait. Il n'a rien construit en fait, Ouais. Tapie, tu vois. Ouais. Alors que si tu prends par exemple un mec comme le patron de Free, là, comment il s'appelle, Xavier Niel. Xavier Niel, c'est un entrepreneur. Oui. Il a construit quelque chose, et puis voilà, il a construit des associations et des machins, il aide des entrepreneurs aussi à prospérer. Enfin, je trouve ça super intéressant, son parcours. Il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Pas du tout la même chose. Donc bon. Voilà. Bah écoutez, on va peut-être en finir ici, je pense, pour cet épisode. T'as encore une autre question ? Ouais, une autre question. Allez, une parce dernière que question. Ça fait quand même... c'est important. C'est quoi vos projets du moment qui vous prennent le plus de temps actuellement ? En gros, vous êtes sur quoi actuellement ? Vous êtes sur quoi Qu'est-ce qui occupe vos... Alors moi, là, de ces dernières semaines, c'est en gros, comme je disais un peu plus tôt, c'est que je vais essayer de faire ma formation, justement en trading, en immobilier et en e-commerce. Parce que je veux vraiment montrer mon parcours aux gens et leur montrer qu'en gros, c'est accessible à tout le monde qui se donne les moyens. C'est pas des formations à $7 000, ce sera pas du tout ça. À $6 000. Il n'y aura pas de copy trading, il n'y aura pas d'affiliation, je ne toucherai pas d'autres euros que le prix de la formation elle-même. Et vraiment, en gros, du coup, j'écris énormément pour tout en gros, ma connaissance, je veux pouvoir la transmettre parce que déjà, j'adore parler de ça. Et parce que j'adore transmettre, apprendre, etc. Donc, j'ai pour but de faire une formation où c'est pas juste tu payes une formation et tu la lis et après, c'est ton problème. Tu vois, c'est une formation gros accompagnement. C'est-à-dire que une fois que tu as pris la formation, on va ensemble faire des zooms, on va créer ton compte ensemble, on va analyser ce que tu as fait ensemble, parce que si tu joues le jeu, tu vas faire un compte de démonstration, tu vas appliquer ce que je t'apprends. Une fois par semaine, on peut se faire un zoom. Ok, pourquoi tu n'as pas réussi ? Regarde plutôt ça, fais plutôt ça. Et en fait, je vais t'apprendre. Je vais être en gros la personne que j'avais besoin d'avoir quand moi je l'ai fait. Tu vois. Et pareil pour l'IMO, tu vois. En gros, tu vas vouloir acheter, tu vas visiter. Bon, je ne vais pas venir pour les visites non plus. Tu m'envoies les rapports, tu m'envoies les photos, l'emplacement, je te dis ce que j'en pense, on fait un point ensemble. Ça, fais gaffe à ça, dans le DPE, regarde ça. Est-ce que tu peux changer le radiateur, prendre des photos de ça ? L'artisan, moi je peux t'envoyer la personne que je connais. Du coup, tu as une confiance sur l'artisan parce que tu te dis, ok, je vais pas me faire duper, etc. Il te fait un devis, tu veux passer avec un autre artisan, c'est pas mon problème. Pareil pour le notaire, tu as toujours un peu la crainte du notaire, est-ce qu'il est véreux, est-ce qu'il est bien, je connais pas, comment je fais et tout. Hop, je te donne mon contact. Tu l'utilises, tu le dis pas, c'est pas un problème. Mais au moins, tu as ok, j'ai envie d'investir, mais j'ai peur, je suis tout seul. Et c'était mon cas, tu vois. Et ma copine, c'est exactement le cas. Elle m'a dit, genre, un petit pécule de côté, elle m'a toujours dit, quand je l'ai rencontré, moi, en fait, je veux investir, mais je connais rien, je sais pas faire. J'ai besoin de quelqu'un, tu vois. C'est ça, t'as peur, parce que c'est quand même des sommes que tu vas déposer, tu vois. Et je veux être cette personne qui l'accompagne. Et pareil, mais en e-commerce, leur proposer tout ce qu'on peut proposer, de la toute petite boutique jusqu'à la création de e-com Genesis, où vraiment on crée la marque pour les clients, tu vois. Et vraiment leur proposer, au-delà d'une formation, une formation accompagnante. Où vraiment, moi, je serai là, Rémi sera disponible par Zoom, par mail, pas par SMS, parce que sinon je vais recevoir des SMS tout le temps, mais c'est vraiment ce côté-là. Donc c'est ça qui me prend, moi, énormément de temps en ce moment, parce que je fais écrire. J'envoie tout ce que je connais. Et ce sera prêt quand, du coup ça Alors, normalement, moi, j'ai quasiment fini d'écrire la partie immobilier, la partie trading, marché financier, parce qu'il n'y a pas que le trading, il y a tous les investissements aussi long terme. Après, il y a la partie e-commerce que j'ai quasiment fini d'écrire. Il y a Hugo qui va m'aider sur certaines parties, parce qu'il y a des parties que je ne maîtrise pas. Et je parle uniquement des choses que je connais. Donc, je ne te parlerai pas de trucs que je ne connais pas sur le trading, des marchés que je ne connais pas, ou dans les commerces, de trucs que je n'ai jamais fait, etc. Je parle vraiment que de mon parcours, ce que moi, tu peux faire. Alors, il y a des trucs, des investissements que les gens voudraient et que je ne fais pas. Désolé, je ne peux pas tout faire non plus. Donc, après, ça sera la mise en site. Donc où je ferai développer un site, où on créera un site à la school,
pour voir. Mais je pense que si tout se passe bien, je pense que sur fin septembre, début octobre, on devrait être prêt. Tu vas faire de la vidéo ou pas? Tu fais de la Au début, pour l'instant, il n'y aura que du texte. Ouais. Il y aura énormément de supports où je vais record l'iPad. C'est parce que par exemple, tu as des trucs sur le trading ou sur l'IMO où je t'envoie un petit pavé avec des trucs et tu es là. Ok, c'est un peu lourd, donc en fait, je vais te le faire en dessin et en fait, tu vas capter beaucoup mieux. C'est comme ça, moi, j'ai appris ça en voyant des gens qui faisaient des dessins, pas des Yomi Denzel, mais des Yann Darwin, qui faisait beaucoup ça à l'iPad. Et j'aimais beaucoup, j'aime bien sa manière de parler, parce qu'il est très franc, très cash. Et justement, information, moi, je te tutoie, on fait des blagues. Enfin, c'est vraiment toi et moi, on est à deux et on va faire ton projet ensemble. Donc, tu auras ces supports vidéo-là. Sur la vidéo présentation, je vais essayer de mettre une vidéo de moi où je parle, où j'explique un petit peu pourquoi la formation, pourquoi elle est intéressante. Et à terme, oui, j'aimerais faire animer beaucoup plus les textes et les vidéos iPad, entre guillemets, avec des vidéos où moi j'explique, où moi je fais. Mais c'est vrai que le facecam est encore un peu compliqué. Déjà, le podcast, ça va, je commence à être à l'aise. Mais le facecam tout seul dans ma chambre, dans mon bureau, en train de parler. Je te montrerai. C'est un peu D'ailleurs, plus ça ne compliqué. plairait pas d'animer, parce que c'est vrai que je me dis que tu pourrais animer aussi ta propre chaîne de podcast. Même pas forcément, d'ailleurs, podcast YouTube, ça peut être podcast audio, tu vois. Oui, bien sûr. Et je me dis, t'as tellement de choses à dire dans ces. Surtout que j'adore. En fait, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'ai très peu de temps et c'est des choses que je peux pas déléguer. Tu vois, c'est ça, et c'est ce que je te disais, c'est que là où quand il posait la question de est-ce qu'on peut repartir à zéro, oui, totalement, mais en fait parce que tout est dans ma tête. C'est-à-dire que alors maintenant j'ai des connaissances et des contacts qui font que ça ira 10 fois plus vite, mais je peux pas déléguer. Tu vois, par exemple, je suis très serein quand j'envoie ma partie IMO ou trading à quelqu'un pour qu'il la relise, parce que je sais qu'il fera rien avec. Au pire, il s'en sert pour acheter un appartement, et tant mieux, ce grand bien lui fasse. Mais il ne pourra pas essayer de sortir sa formation, parce que moi, l'accompagnement que je te propose derrière, c'est tu ne peux pas répondre à ma place, tu vois, c'est moi qui connais. Et c'est des choses que je ne peux pas déléguer. Donc, tu vois, un podcast audio, je ne peux pas le déléguer. Donc, à terme, bien sûr, ça sera de déléguer la formation, de former des gens pour, tu vois, à la limite, prendre les meilleurs éléments. Genre quand je vois les gars, c'est des monstres du trading, parce qu'ils vont peut-être me dépasser, mais ils ont peut-être plus de trésorerie, ils vont acheter 12 immeubles d'un coup, tu vois. Et c'est le but, c'est que peut-être grâce à ça, juste ils ont l'étincelle de ok, je commence. Et peut-être qu'après, ils vont scaler beaucoup plus que moi. Et à terme, former eux pour qu'ils m'aident à former d'autres gens, tu vois. Et... Ce qui serait super, c'est que tu fasses comme Romain Bayeul, je t'en ai déjà parlé. Tu m'en as parlé, mais c'est vrai que je suis pas allé checker. Tu reviendras, c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien. Et lui, il fait aussi 2 ou 3 fois par an, il fait des séminaires. Donc lui, il habite entre Koh Samui et Dubaï, donc si tu veux... C'est quelqu'un vraiment, j'aime vraiment bien dans ce milieu où il y a beaucoup aussi de loustic, on va dire. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant de proposer ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un séminaire, un mastermind, tu vois, quelque part, les gens viennent, tu passes un bon moment avec eux pendant une semaine et vous tradez ensemble, tu vois, quelque part. Et là, tu peux corriger les gens, tu t'assieds à côté, tiens, regarde, Alors, si tu es tout seul, c'est chiant. Si tu as une personne ou deux pour t'aider, c'est bien. Bien sûr. Mais c'est des choses qui peuvent être aussi très intéressantes. À terme, carrément. Puisque, bon, évidemment, c'est souvent des sessions qui sont filmées. Pendant une semaine, tu as énormément de contenus qui sont produits comme ça, tu vois. Des témoignages. C'était vraiment bien cette semaine, c'était génial, etc. C'est vraiment top. On sera en Thaïlande, donc tu pourras faire un podcast hors des clous au passage. Tu te dis, c'est très malin. Non, bien sûr. Non, mais carrément. Mais à terme, bien sûr, c'est ce que j'aimerais faire. Voilà ce qui me prend du temps. Écoute, très beau projet en cours de réalisation. C'est clair. On va terminer ici. On s'arrête là-dessus. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Et écoute, merci à toi Rémi d'être revenu. Donc c'est vrai peut-être que tu reviendras d'ailleurs pour refaire une session pure immobilier, parce que avec des questions peut-être un plus poussées, pratico-pratiques, parce que le trading, je dirais même, si tu te formes pas, l'immobilier, il faut se former également, mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont, un peu, c'était mon cas d'ailleurs, qui ont peur de passer le cap en disant c'est compliqué. En fait, quand tu regardes effectivement des Yann Darwin, des Christopher Wangen, tout ça, et tu dis non, c'est pas si compliqué que ça. C'est des process et tout. C'est juste que les sommes d'argent. Mon pote Charlie, là d'ailleurs, j'ai un copain aussi qui fait beaucoup d'immobilier, Charlie, qui sera aussi dans ce podcast un de ces jours. Et c'est pareil, lui, il a beaucoup de biens aussi dans le nord de la France. Et lui, je lui dis pourquoi t'as peur? Je dis non, c'est pas que j'ai peur. C'est juste que les sommes en jeu sont importantes. Puis tu passes devant le notaire, tu vois, il y a quelque chose de très officiel. C'est ça fait peur. Vous signez votre contrat. Vous avez lu les 125 pages du contrat. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Tu es dans un langage que tu comprends pas trop. Tu vois, tout ça fait peur en fait. Et je pense qu'il y a, pour peut-être le prochain épisode, des questions très pratico-pratiques qui seraient intéressantes aussi
auxquelles tu pourrais répondre. Ouais, grand J'essaierai, plaisir. faudra que je m'en rappelle. Trouver des formations, des questions qui sont vraiment orientées sur ce truc-là. Ça marche. Et écoutez, en tout cas, on se dit à très bientôt. Je pense que Ouais. je te laisse le mot de la fin, Hugo. Ouais, j'allais dire, tous les liens sont dans la description pour les contacts de Rémi et sa formation à venir. Nos formations, nos accompagnements, nos liens à nous, réseaux sociaux, etc. sont également en description. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager. Et puis, on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ça marche, on fait ça. Merci. À très bientôt, Ciao, tout le ciao. monde. Ciao, Bye bye bye. Salut. Et on dab.